Bonjour à tous et bienvenue de retour à l'expérience Polymath de Polymath Experience, et je suis votre hôte Polymath aujourd'hui et probablement pour le dernier enregistrement de l'année qui sera probablement le premier épisode de l'année prochaine. On a un petit truc spécial, on a quelqu'un de spécial. Il débarque clairement avec une énergie dingue, vous aurez rarement vu ça, et il a un objectif hyper clair. Il veut faire de 1000 personnes de son club d'investissement des millionnaires. Et c'est pas tout, c'est le haut de la fiche descriptive. Il est entre autres partenaire d'Oussama Ammar sur un projet de market making. Et pour les gens qui connaîtraient pas Oussama Ammar, c'est quand même du lourd. C'est pour ceux qui naviguent un petit peu dans l'entrepreneuriat français. Je pense que personne peut ne pas le connaître. Notre invité, c'est aussi une mini whale Clonix Artefact, donc on s'entend bien là-dessus. Et c'est quelqu'un qui prend tout ce qu'il fait extrêmement à cœur. Il est hyper déterminé et clairement, moi, je ne parierai pas contre lui. Et pour deviner de qui il s'agit, c'est notre ami Julien That's My Quant. C'est ça. Avec le même, du coup, That's My Quant, vu que mon petit nom, entre guillemets, de mon branding, c'est That's My Quant, vu que je suis un quant. Et comme tu l'as dit, par rapport, du coup, à la référence dans le film un peu mythique du Beach Shark, où on a du coup cette intervention sur That's My Quant, un peu pour justifier certains un peu calculs ou stratégies, on va dire, d'investissement plus ou moins valides, ouais. Elle est fantastique cette scène. Pour aller choper le son, je suis allé la regarder du coup. Mais elle est... Ah, le film entier, c'est quand même un classique. The Big Short, c'est vraiment un film à voir, ouais, hyper intéressant. Non, tu suivais pas encore à l'époque, toi? Bah non, 2000. Non, moi j'ai 25 ans et j'ai terminé mes études il y a 2 ans, donc ouais, je suis encore tout jeune dans la finance. Mais après, c'est vrai que dès que j'avais, on va dire, un peu avant 18 ans, je commençais déjà à regarder un petit peu tout ça. Et puis moi, comme j'avais le background un peu maths, on va dire que ça s'est fait relativement rapidement. Ça paraît un peu mythique en fait pour les gens globalement, le côté quant. Les gens se disent tu sais, comme on en discutait, les gens confondent un peu tout, donc confondent le côté brokerage, le côté banquier, le côté trader, le côté quant. C'est un peu un fouillis. En plus, les films aident pas trop. Donc moi, c'est assez simple. Ce que je fais, c'est du coup, je fais du quant pour simplifier. Donc en gros, je prends des maths, un peu de data science, et j'applique ça du coup au marché financier pour répondre à des problèmes donnés et souvent des problématiques de nos clients. Ouais, normal. Et t'as toujours été intéressé par la finance? Tu savais un peu que t'allais atterrir là-dedans? Alors pas vraiment, ouais, je pense qu'indirectement je m'étais toujours dit que j'allais terminer en finance. Après moi j'ai pas eu tout de financiers dans la famille ou de personnes qui sont en finance. J'ai pas fait d'études de finance, donc on va dire que j'étais pas forcément dans le meilleur tunnel, mais j'étais dans le meilleur tunnel dans le sens où j'ai fait beaucoup de maths, beaucoup de data, beaucoup de machine learning, d'AI, et donc du coup on va dire que beaucoup de personnes comme moi finissent quand même en finance ou atterrissent là-bas. C'est quand même on va dire un secteur hyper porteur, qui a beaucoup de croissance, qui est quand même très gros, très compétitif. Donc je pense que si vous aimez un peu challenger un peu le truc, vous finissez toujours un peu tous en finance. Et puis moi, ça répondait toujours à une problématique que j'avais depuis toujours. C'était, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller avoir de l'argent. L'idée, c'est un peu comme ce que me dit Warren Buffett, hein. Si tu fais pas d'argent quand tu dors, finalement, tu travailleras toute ta vie. Donc ça m'avait un petit peu traumatisé quand j'étais petit. Donc je me suis dit, comment maximiser le fait que, grâce à mon métier, je vais faire de l'argent, et en plus, mon métier, je monte en compétence sur le fait de faire de l'argent grâce à l'argent, et du coup, avoir un peu ce cercle vertueux. Ouais. On n'a pas les mêmes traumatismes, hein. Ouais, c'est vrai. Une punchline de Warren Buffett, c'est cool, c'est chill. Et ton frère, comment ça s'organise? Comment vous bossez ensemble? Comment vous en êtes arrivé, vous, à bosser ensemble? Ouais, donc avec mon frère, on est un peu comme les frères Tate, on va dire. C'est Tate Brothers dans le concept. En fait, ça s'est fait assez naturellement parce qu'il est plus vieux que moi. Il est très mature et il a vraiment des compétences qui sont différentes des miennes. Donc en fait, finalement, c'est hyper complémentaire parce qu'il a des compétences où moi j'ai vraiment aucune expertise dessus, je suis nul. Et lui, pareil sur certaines de mes compétences. Et donc ça, franchement, ça se fait plutôt bien, et franchement, c'est hyper agréable. Moi, ce que je dirais aux gens, c'est bon, parfois le côté famille peut être un peu compliqué de ce que nous on entend des retours, mais globalement, si vous avez des frères et sœurs ou même de la famille, il vaut mieux faire du business en famille, déjà pour la confiance, aussi pour pouvoir discuter, pouvoir avancer. C'est hyper important. Donc je dirais que c'est vraiment sur des compétences qui sont qui s'assemblent bien, et donc du coup, et puis en plus c'est plutôt cool de travailler avec son frère, quoi. Et dès le début, ça s'est fait comme ça? Vous avez eu l'idée ensemble? Comment c'est passé? En fait, je pense que c'était plutôt au départ. Moi, j'ai essayé de faire j'ai essayé de l'aider dans son industrie, qui était plutôt la start-up, etc.
Donc le produit, développer des softwares, des SaaS hein, pour ceux qui voient. Et donc en fait j'ai pas mal fait dans son industrie. Puis après il est venu un peu dans la mienne, la finance. Et puis finalement voilà il est resté dans mon industrie, tout en gardant du coup sa patte où il est plus product manager. Il fait du BD, business development, etc. Mais très côté produit, startup. Donc là on a énormément besoin de ce genre de compétences quoi. Ouais, tu m'étonnes. Du coup vous c'est plutôt toi t'es plutôt sur le côté vraiment métier finance. Et du coup, marketing, puisque tu sembles t'être fixé l'objectif, on va faire du bruit, et ton frère un peu plus sur le business. C'est ça, ouais, sur le business, le produit, un peu toute la gestion aussi, toute l'operation, ce qui est quand même assez important. Ouais, en fait, moi, maintenant, sur mon côté branding, on va dire que c'est plus que, en fait, on m'a tellement poussé pour le faire que je me suis dit, bon, allez, je vais tenter ma chance. Je pense que c'est un milieu qui est hyper compétitif, hyper difficile. Donc, moi, on va dire, mon focus, c'est trading et contenu maintenant. Même si je fais quand même pas du tout assez de contenu et pas assez de trading aussi, mais vraiment contenu, j'en fais pas assez. Mais on va dire, c'est une tentative, on verra bien où est-ce que ça mène. Je pense apporter quelque chose un peu différent de ce que les gens ont l'habitude de voir sur le côté trading, quant, investissement. Donc voilà, hein, c'est au petit bonheur la chance, comme on dit. Ouais, mais c'est bien parce que le truc qui est compliqué dans le branding, c'est pas une notion de contenu, de quantité de contenu, c'est surtout une notion de placement de ce contenu et d'avoir ton identité à toi. Et il y a beaucoup de gens qui commencent la création de contenu en copiant un petit peu ce qui se fait ailleurs, mais sans apporter véritablement leur patte. Alors que toi, je trouve que tu l'as trouvé assez rapidement. Déjà le niveau de qualité est bon. Et en plus de ça, tu sembles déjà avoir trouvé ta niche, donc c'est cool. Ouais, c'est très cool. Ouais. En vrai, là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi, dans les gens qui font du contenu, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de contenu, qui ont l'air très connus, et finalement, c'est très difficile pour ces personnes-là d'activer derrière, tu vois, leur communauté, etc. Nous, dans ce qu'on fait, on va dire, surtout dans ma niche, peut-être qu'on n'est pas très connu, on fait pas, enfin tu vois, on n'entend pas beaucoup parler de nous, mais finalement le contenu qu'on fait, il est hyper activable, ça parle énormément aux gens, et donc en fait ton taux de conversion, il est vraiment gigantesque. Et puis après, on va pas se mentir, c'est aussi d'un point de vue marketing. Nous, on a payé plein de personnes, on a testé plein de choses en marketing pour avoir des personnes qui nous aident à générer plus de business. Et donc à un moment donné, on s'est dit bon, comment est-ce que on peut générer notre propre business, ça fait sens. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a essayé ça. Et puis je vais pas te mentir avec Oussama un petit peu derrière qui aide, qui conseille. Bon, normalement on est bien. Normalement, je suis bien guidé, ouais. En termes de conseils, en termes de visibilité aussi, hein, parce que mine de rien, d'être associé à lui, c'est fou comme malgré tout toute la FUD qu'il y a eu autour de lui, il a réussi il semble vraiment intouchable. Moi, je me souviens d'un truc qu'il avait dit à un podcast, mais là je te parle de quelque chose, j'ai entendu ça il y a genre 6 ou 7 ans. Il disait moi j'ai beau traverser la tempête la journée quand je suis au taf, quand je rentre chez moi, je laisse ça à la porte, je dors tranquille et on dirait qu'il a un après c'est sur les écrans, toi tu le connais directement donc je sais pas si tu as la même expérience, mais on dirait qu'il a un amour-propre qui est assez important pour lui permettre de il continue de faire son bout de chemin, il continue de faire son truc, et puis voilà. Ça, c'est sûr, c'est un phénix. Tu peux pas, comme tu disais au début du podcast, don't bet against him, don't bet also against him. Je pense que c'est sa force. Ouais, puis après au-delà de ça, moi je pense que aussi, finalement, sur le contenu, là, dans cette guerre du contenu, il y a une guerre qui est là, qui est la guerre un peu de l'authenticité, où je pense que les gens ont un très bon filtre sur ça, finalement, de comprendre qui ment pas, ou je sais pas, qui fait des trucs bizarres. Et je pense qu'en fait, quand tu regardes son contenu, à un moment donné, même si t'aimes pas la personne ou t'as entendu des trucs X ou Y, en fait, tu peux que adhérer à son contenu, ce qu'il dit, il apporte énormément de valeur tout le temps. Tu vois, toujours pareil. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tu vois toutes les vidéos qu'il apporte, tout est gratuit. Moi, je connais très peu de personnes qui apportent autant de valeur gratuitement. C'est quand même un truc de ouf. C'est notre Gary Vee national. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et puis même Gary Vee, même s'il apporte énormément de choses, il y a plein de moments où il a quand même monétisé de façon très violente sa brand et où tu peux te dire, tu vois, que ce que Oussama, tu vois, n'a pas fait. Et donc, tu vois, tout le contenu qu'il apporte. Et d'ailleurs, il faut aller chercher ses chaînes sur les vidéos sur Internet parce qu'il y en a plein qui sont un peu shadowban, on dirait. Mais il y a plein de pépites et tout ça, surtout pour si tu veux te lancer. Après, il y en a d'autres à regarder, mais je pense que c'est hyper intéressant de poncer un peu tout le contenu qu'il y a sur Internet pour vraiment te faire ta patte, quoi. C'est quoi quand vous avez commencé à bosser ensemble, c'est quoi les premiers trucs ou les premiers retours qu'il t'a fait, les premiers gros conseils qui ont fortement impacté ton business? Moi, je dirais là où vraiment il est excellent, c'est vraiment sur la vision et pas comme la vision comme les gens l'entendent en mode. En fait, je pense qu'il sent bien le marché. En fait, même s'il n'est pas un expert dans un domaine,
En fait, il est tellement bon qu'il comprend le marché, il comprend les dynamiques, et en fait, il sait très vite te dire en fait le risk-reward que tu as sur toutes les activités que tu vas faire. Et donc en fait, si pour moi en fait dans l'entrepreneuriat ou un peu tout ce que tu fais quand tu construis, si tu enlèves déjà tous les trucs où tu vas perdre ton temps et où ces trucs où ton retour sur investissement est pas très bon sur certains types de contenus, etc. Si tu cuts ça très fort déjà, t'enlèves ça. Bah d'ailleurs en fait ça change vraiment pas mal ce que tu fais, parce que du coup les heures que tu passes, c'est des heures où il y a de la productivité, etc. Donc moi je dirais que c'est ça. Après Florian, forcément on va dire que d'un point de vue mindset c'est quand même il aide pas mal. Il a une approche qui est vraiment différente, et ça c'est une approche qu'en plus que les gens, que tu peux pas avoir, on va dire, quand tu regardes ses vidéos sur YouTube, tu vois, c'est différente. Ça c'est différent. Et puis après voilà, c'est juste qu'il a un carnet d'adresses qui est énorme, donc tu rencontres que des gens incroyables, ça t'ouvre l'esprit, tu vois des trucs de fou, donc c'est ça aussi un peu la magie, quoi, je dirais. Ah, c'est trop cool. Mais bref, revenons-en à toi. C'était quoi tes premiers pas là entre la fin de tes études, quand tu avais vraiment fait le switch de maths à trading? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as découvert ça? Vraiment en s'arrêtant pour l'instant au côté financier. Ça a été quoi tes premières leçons? Comment t'as plongé dans le bain? Alors moi pour être très honnête, c'était très très tôt quand même, parce que j'étais mineur, donc j'étais encore au lycée, et en fait je tradais sur donc j'avais pas le droit d'avoir un compte vu que j'étais mineur, et je tradais sur des brokers qui offraient des comptes démo. Ok. Donc je faisais un peu ça, donc après c'était un peu random ce que je faisais, c'est-à-dire c'était un peu du n'importe quoi. Mais en fait j'étais déjà un petit peu dedans et je commençais déjà un petit peu à regarder un peu tout ça. Et en tout cas j'écoutais très fort les. C'est quoi, Forex? Ouais, c'était ça, c'était un broker Forex, ouais. Forex. Et en fait, j'écoutais, j'étais toujours très attentif quand j'avais des personnes qui passaient, qui me disaient, je suis en finance, je fais ci, je fais ça, pour essayer vraiment donc je pense que j'étais quand même assez captivé par ça. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et après, même quand j'ai commencé mes études juste après le bac, très vite, je regardais quand même beaucoup ce qui se passait autour. Et quand, je suis tombé dans la crypto, très vite, j'ai fait beaucoup que ça. Et après, comme tout le monde le sait, la crypto, c'est hyper prenant. Et très vite, tu te retrouves à faire vraiment que ça. Et donc, en fait, ta progression va très vite en crypto. Ce que je dis toujours pareil aux gens, c'est qu'en fait, on se rend pas compte qu'on passe un temps énorme dans l'écosystème. On côtoie énormément de personnes. Donc, en fait, notre courbe d'apprentissage va très vite par rapport à n'importe quel autre domaine. Parce que tu peux pratiquer tout le temps. Comme c'est 7/7, 24/24, tu as énormément d'informations. Tu peux vraiment itérer très vite. Et donc, c'est la force des cryptos. Je dirais que c'est comme ça que je me suis mis dedans. Donc, relativement tôt, ouais. T'avais une approche un peu pro par rapport au Forex, ou au début tu te laissais un petit peu porter, tu balançais des bails un petit peu sur n'importe quoi et t'espérais que ça marche? Alors, je pense que c'était ma force, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais, en plus, je suis pas vieux non plus, mais je pense qu'à mon époque, ça n'existait pas trop tous les trucs bizarres qu'il y a sur Instagram, qu'on peut voir sur le Forex, un peu les scams, les trucs. Et donc, en fait, moi, j'ai essayé vraiment de regarder ce qui se passait dans les livres, un peu sur Internet, mais sur du contenu, c'est pas YouTube, tu vois. Du contenu hyper difficile à lire, des papiers, des trucs. Et j'ai essayé de faire un petit peu comme ça. Et après, petit à petit, j'ai compris que c'était bien segmenté, analyse technique, analyse fondamentale, algorithmique trading. Et après, toutes les stratégies qu'il y avait, l'arbitrage, tous les trucs un peu. Et donc, j'ai commencé un petit peu à tout explorer pour me faire, entre guillemets, mon idée de ce qui se passait. Mais du coup, non, j'ai pas du tout commencé comme un grand degen, ou j'ai pas commencé par le côté grid aussi. J'ai plus commencé parce que, je sais pas, ça m'intéressait, je voulais comprendre un peu mieux ce qui s'y passait, ouais. Trop bien. Tu te souviens un peu des premières leçons que tu as apprises? Les premiers trucs où tu vois, si tu devais essayer de remémorer les 3-4 grosses leçons que tu as apprises à ce moment-là que aujourd'hui tu utilises encore? Niveau trading, tu veux dire? Ouais. Alors, en fait, je pense que une de mes forces, en tout cas, et de quelque chose que j'ai appris hyper tôt, c'est qu'il y a plein de biais que les gens ont sur le trading qui sont complètement faux et qui font, en fait, ce qui est difficile sur le trading, et c'est le grand côté du quant, c'est que, en fait, finalement, ton coût de chercher dans la mauvaise direction, il est énorme. Tu vois, par exemple, le coût de lancer une entreprise avec pas le bon branding sur un marché où, en fait, ton marché il est tout petit, tous les trucs comme ça, toutes les erreurs que tu fais et qui te mènent vraiment un peu à ta perte, peu importe que tu sois très bon. Je dirais que c'est ça en fait, c'est de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas dans le trading. Pourquoi? De comprendre qu'aussi il faut pas chercher forcément la solution, le Graal, le miraculeux qui va marcher all weather tout le temps, etc. ou un truc magique. Que c'est, tu vois, en fait, une association de plein de choses et que il faut comprendre les limites de ton modèle et d'itérer sur ça. C'est le deuxième point. Et après, je dirais que le troisième point, c'est que je pense que je suis hyper résilient au FUD et au FOMO, hyper résilient au bruit et au chant des sirènes, comme je les appelle. Donc, c'est avec tous ces trucs où tu vas voir des mecs qui vont te dire, au truc, surréaliste, aux promesses. Donc, je dirais que c'est un peu les trois trucs qui paraissent quand même un peu, je sais pas, un peu naïves quand je les cite comme ça, mais qui sont très importants. Ils sont très réels pour quelqu'un et pour n'importe qui écoute aujourd'hui et qui est déjà un petit peu dans le Web3, qui est déjà un petit peu dans la crypto.
on le sait. De toute façon, moi, un des meilleurs livres que j'ai lu sur le trading à l'époque, c'était Trading in the Zone. Trading in the Zone. Ouais, qui est un peu un classique pour certains traders, parce que du coup, ça t'apprend à vraiment. Bah moi, je crois que la plus grosse leçon, c'est vraiment qu'en fait, le trading, c'est de la psychologie avant tout. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux avoir un bon modèle, tu peux avoir une bonne stratégie. Si t'as pas le mental qui va avec, tu vas foirer. Rebonjour à toi, désolé de l'interruption, mais si le contenu te plaît, tu peux écouter ça parce que tu auras l'opportunité de nous soutenir et de t'assurer qu'on continue de faire de beaux épisodes. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un protocole qui est probablement en train de devenir un des plus importants de notre écosystème et de l'écosystème financier global. Il s'agit du protocole Wasabi. Et aujourd'hui, tout simplement, ce qu'il permet de faire, c'est de parier sur l'avenir du prix de collection NFT. Plus tard, c'est une plateforme qui permettra de décupler la puissance de tous les objets qui seront tokenisés et objets digitaux, mais aussi objets du vrai monde. Deux petits exemples de comment tu peux l'utiliser aujourd'hui. Par exemple, tu as une collection NFT que tu adores, dont le prix a fortement augmenté. Tu sais que le prix va redescendre parce qu'il y a eu la spéculation. Tu veux garder ton NFT, mais tu veux aussi capturer une partie de cette valeur. Tu pourras utiliser la plateforme pour parier sur la baisse du prix et comme ça, garder ton NFT, mais aussi garder une partie de la valeur. Et le deuxième exemple, c'est tu suis une collection NFT et celle-là augmente en prix, ou du moins tu penses qu'elle va augmenter en prix, mais tu n'as pas l'argent nécessaire pour acheter tout ce NFT, ou alors tu n'as pas envie de prendre tout ce risque, eh bien tu peux tout simplement aller sur la plateforme, utiliser le système d'options, emprunter, et de cette manière obtenir un effet de levier qui te permettra de parier sur le prix. Bien entendu, fais toujours tes recherches, ou Dior, comme on dit dans le monde français. N'utilise que des outils que tu comprends et que tu gères. N'utilise que des montants que tu peux te permettre de perdre. Tous les investissements financiers comportent des risques. Et maintenant, retour à l'épisode. Tu faisais quoi, toi, à ce moment-là? Tu avais une approche macro, tu étais purement sur de l'analyse tactique, tu te souviens un petit peu des... Ouais, alors, moi, j'ai jamais été de cette école de se dire, je joue, comme je joue au foot, je peux pas jouer au basket, entre guillemets. Donc moi, je disais qu'en fait, pour moi, toujours pareil. C'est-à-dire que en trading, à un moment donné, il faut comprendre d'où vient ton avantage compétitif. Tu vois, où est-ce qu'il est ton edge, c'est comme on dit en anglais. Et donc, en fait, quand tu as compris ça, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux prendre un peu de tous les endroits pour essayer d'améliorer ta rentabilité, entre guillemets. Donc, ce que je dirais par rapport à ça, c'est quand j'ai commencé, bien sûr, un petit peu plus d'analyse technique, où j'avais pas forcément ça d'analyse technique. J'ai jamais été trop fan de l'analyse technique, mais plus, je regardais beaucoup de graphes, j'essayais de comprendre un peu ce qui se passait, comment les news étaient digérées, comment ça récupérer certaines métriques, tu vois, des prix, tu vois, un peu la liquidité, comment elle bougeait. Essayer de modéliser vraiment ce qui se passe. Très souvent, les gens ils disent moi je fais que d'analyse technique, du coup je vais faire que ça et je reste que là-dedans. Non, il faut comprendre, tu vois, il faut essayer de s'adapter. Finalement, le plus gros pour moi du trader, tu vois, la psychologie c'est un point important, c'est comment tu t'adaptes au marché et comment tu arrives à bien t'adapter sans tomber non plus dans l'overfitting où tu vas faire du surapprentissage de ce que tu vois, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce que quand Elon Musk tweet Dogecoin que ça va forcément pump. Oui, ça marche, que ça marche plus, tu vois. Et donc c'est comprendre ça. Et toujours pareil en fait, savoir cette approche quantitative qui te dit que finalement, ce qui compte pour arriver à ta solution, c'est pas tellement de trouver la solution, c'est surtout le chemin. Et donc les gens veulent trop forcer le chemin, ou veulent trop forcer absolument trouver la solution. Mais non, il faut trouver un équilibre entre les deux. Comment est-ce que tu définis là très simplement à quelqu'un qui ça veut dire quoi ça veut dire quoi être un quant? Ça veut dire quoi avoir une approche quantitative? Moi, je dirais parce qu'après il y a plein de personnes un peu de finance traditionnelle qui disent oui, moi je suis quant, tu sais ça roule un peu des mécaniques, ils sont pas très respectueux avec tu vois par exemple les mecs de TradeFi se moquent beaucoup des mecs en crypto qui font de l'analyse technique, tu vois. Alors que je suis convaincu qu'il y a plein de mecs qui font de l'analyse technique en crypto qui gagnent beaucoup plus que tu vois des mecs en TradeFi. Donc c'est de comprendre que pour moi le quant, et d'ailleurs je le vois très souvent, c'est le point commun que je vois dans tous les très bons traders, tous les très bons investisseurs. Là, j'en ai rencontré un il y a une semaine, un très gros trader crypto. Et tu vois, il me disait non, moi je suis pas quant. Lui me disait si t'es même pas trader. Moi je dis si t'es un quant. Quand tu m'expliques comment tu trades, ce que tu fais, t'es un quant. Donc ce que je dirais en fait, c'est comment, pour faire simple, c'est comment tu arrives à vraiment retranscrire ce que tu fais de la bonne façon et à comprendre que ce que tu fais, ça fait sens. Je te donne un exemple, voilà. Le Fibonacci, tu vois, les retracements de Fibonacci. Moi, j'y crois pas, je suis pas fan, j'utilise pas ça, etc. Soit, imaginons que tu utilises ça. C'est souvent, les mecs qui utilisent le retracement de Fibonacci sur le rapport de la valeur, c'est comment, en fait, ça leur permet d'avoir une consistance sur un certain pattern, qui est le pattern de, j'ai un token qui est monté fortement, à un moment donné, quand il a touché son top, il y a une probabilité X qui retrace de tant de pourcents. On va dire en moyenne, en 4 heures, après une montée de X%, tu as une probabilité que le truc retrace
un coefficient multiplicateur fois le pourcentage de cette montée, tu vois, imaginons. Et du coup, tu comprends que ça fait sens en fait, tout s'explique, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, si tu as cette approche-là, tu comprends beaucoup plus que le Fibonacci, c'est un outil simplifié, genre qui peut être un outil quant simplifié, qui peut décrire certains facteurs et certains trucs. Et je vais pas rentrer forcément dans les détails parce que j'ai pas non plus envie de trop en dire et de trop simplifier le travail de certaines personnes. Et après, c'est le gros problème qu'on a sur le quant, c'est que aussi pourquoi personne parle du quant, pourquoi il n'y en a pas sur Internet, c'est que moi, toutes les personnes que je connais qui sont des très bons quants, ils s'étalent pas sur Internet, ils en parlent pas, tu vois, c'est un peu dommage. Mais je les comprends parce que t'as pas envie d'expliquer ce que tu fais, tu vois. Par exemple, là, rien que ce que je t'explique sur le Fibonacci, ça va paraître bizarre pour certaines personnes. La plupart des gens vont pas comprendre, mais en fait, si tu pars de ce que j'explique et t'essayes de creuser, tu comprendras vraiment ce que c'est en fait un retracement de Fibonacci, ce que les mecs jouent, ce que tu théorises, et est-ce que tu peux pas même améliorer la modélisation du retracement de Fibonacci en tenant compte de plein de facteurs de ta time series, parce qu'à la fin de la journée, nous, ce qu'on regarde, c'est des séries temporelles, donc c'est comment le prix bouge en fonction du temps, tu vois. Donc voilà, tu vas pour donner un peu une idée. Ouais, c'est fascinant. Et pour avoir un truc un peu plus concret par exemple, dans les grandes lignes, ce fameux trader à qui tu parlais, lui, il fait quoi? Lui, il traite son propre argent, donc il traite plus de 9 chiffres en crypto, donc c'est quand même rare. C'est high stakes capital? Non. Mais c'est vrai que lui, il traite aussi gros. Je sais pas s'il traite, ouais, remarque, il traite toujours 9 chiffres. Ouais. Non, lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que lui, en crypto, parce que c'est pour lui le marché qui présente le meilleur rendement risque. Je pense un peu pour la plupart des gens qui sont en crypto, c'est quand même beaucoup pour ça. Même si on est des builders, etc. Tu t'exposes quand même à l'une des industries qui a le plus de croissance. Donc tout ce que tu fais va être décuplé grâce à ça. Je sais plus, je parlais avec quelqu'un, il me disait ouais, qui était dans l'assurance dans un certain pays, je vais pas le citer. Je lui disais pourquoi tu fais ça? Il me dit en fait dans ce pays-là, c'est l'industrie qui a le plus de croissance. C'est juste des chiffres, ça fait 20 ans que c'est le cas. Donc je lui dis ouais, en fait t'as raison quoi. C'est con que plutôt que d'aller dans une industrie tu vois, par exemple, je sais pas, genre tu vois pourquoi on peut pas tous éliminer du charbon, c'est que c'est une industrie qui n'existe plus ou qui est en décroissance partout sur terre quoi. Donc aller faire ça c'est quand même pas la meilleure idée. Mais du coup voilà, lui c'est ce qu'il faisait, c'est qu'il traite son propre capital en crypto pour faire de l'argent quoi, hein, on va dire un peu comme beaucoup. Mais qu'est-ce qui toi te faisait dire que lui c'était un quant? Qu'est-ce qui te décrivait dans son approche qui toi te disait bah si mec t'es un quant? Alors en fait ça c'est un truc, c'est un peu spécial, c'est-à-dire que je trouve que c'est très difficile quand tu rencontres des personnes, surtout que tu vois par exemple là moi je suis à Dubaï, il y a beaucoup de vendeurs de rêves et autres, c'est que c'est très difficile quand tu parles à une personne entre ce qu'elle te dit et la réalité, tu vois, parfois il y a un monde et c'est de comprendre ça. Et c'est ça où c'est intéressant le quant, et c'est pour ça que moi quand je sors ou quoi, j'aime plus parler avec des gens qui sont là-dedans, parce qu'en fait tout de suite tu comprends la différence. C'est un peu comme un médecin qui rencontre un autre médecin. Je pense, tu vois, très vite, tu peux sentir si l'autre il est pas médecin, quoi. Et donc avec le quant, c'est vraiment pareil. Et en fait, c'est vraiment comment le mec il t'explique ce qu'il fait, quel processus il fait, etc. Où tu commences à comprendre, ok, sa méthode elle est quand même pas mal réfléchie. Et même lui, tu vois, il fait des trucs où il s'est dit, tu vois, par exemple quand il se passe ça sur le marché, je sais pas, sur les funding rates, tu vois, il me dit moi je fais ça, tu vois. Et il me dit t'en penses quoi? Je sais pas, ouais, moi je lui dis moi je l'ai backtesté ça. Et oui, je peux te dire qu'il y a un vrai pattern, tu vois, il y a quelque chose. Et donc en fait, tu vois, c'est des mecs qui finalement sont quant, c'est juste qu'ils ont pas les outils pour. En fait, ce mec-là, tu lui apprends le code, tu lui donnes des outils de data science, tu lui mets des backtesters, tu vois, tu lui donnes un peu des muscles, tu vois, tu lui mets une grosse équipe. Peut-être qu'il va faire des trucs encore plus stylés, tu vois. Et donc en fait, après c'est ça le quant, et c'est pour ça que tu as plein de fonds qui sont très très forts. C'est que finalement, ce qui se passe dans ces fonds-là, c'est que ils ont énormément de capitaux. Ils peuvent embaucher des mecs très intelligents, leur donner les meilleures, on va dire, munitions, un peu tout. Et donc derrière, après, les mecs, ils sont en très bonne position pour pouvoir battre les marchés et pouvoir extraire le plus possible des marchés financiers, quoi. C'est fou. Moi, ce qui me fascine, j'ai jamais trop été creusé, mais tu vois, par exemple, je commence à bosser avec un mec là qui est dans mon écosystème, qui lui fait du machine learning et qui s'intéresse. Ça fait un bail qui s'intéresse au côté financier, mais il a pas eu trop le temps ou l'occasion de le faire. Et du coup, moi, je suis amené à réfléchir à ces sujets-là. Et il y a vraiment toujours ce truc de, t'es vraiment à la rencontre entre la psychologie humaine, la technologie et la finance. Et du coup, l'automatisation, c'est trop bien. L'intelligence artificielle, c'est trop bien. Mais pour être bon à ça, j'imagine qu'il faut être super bon pour savoir où s'arrête l'humain, où s'arrête la machine. Et comment est-ce que toi t'abordes ça? Parce que je te trouve vachement mature pour ton âge, et je trouve que t'as vraiment une capacité de prise de recul et on sent que t'es pas juste quelqu'un qui teste ça, et on sent que t'es déjà en train de bien réussir et que tu maîtrises déjà ton truc. Et c'est stylé à voir. Ouais, c'est sûr. Après, en fait, c'est un peu toujours pareil quand tu passes 7 jours sur 7, tout ton temps. Et tu vois, moi, je sais pas comment dire en français, c'est dedicated my life. Genre, je sais pas comment dire en français. Enfin, ouais, voilà, dédier ma vie, tu vois ça, en fait, plus tu passes de temps, plus tu progresses. Et c'est aussi un des trucs qui est cool avec le quant. Et ça, pas que en finance, hein, tu vas avoir cette approche quantitative sur peu importe ce que tu fais.
Et ben en fait, c'est que tu progresses beaucoup plus vite dans un domaine aussi. Donc c'est ça aussi qui est important dans le trading. C'est pas oublier que le trading, l'investissement, c'est une journée, tu vois, genre tu vois, ça va t'accompagner toute ta vie. Et donc, t'as intérêt de vouloir bien faire les choses, bien commencer. C'est pour ça qu'on a monté ce club d'investisseurs aussi, tu vois, le Mare of Club. C'est pour aider toutes ces personnes-là, tu vois, à progresser tout au long de leur journée, tu vois. Et donc, par rapport à ce que tu disais, en fait, moi, je suis assez convaincu que, tu vois, quand les gens parlent de l'IA, ils disent, ouais, ça va supprimer des emplois, ça va faire ci, ça va faire ça. En fait, je pense que l'IA, ça va juste sublimer plein de compétences que nous, on a en tant qu'être humain. Et ça va vraiment sublimer, tu vois, toutes les personnes qui sont courantes. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand t'as de l'IA, c'est que on te donne des outils gratuits, hyper puissants. Tu vois, encore une fois, je parlais avec un copain, là, qui fait du copywriting, et je lui dis, est-ce que tu utilises ChatGPT? Il me dit, non. Ah mec, en fait, dans ton équipe, tu peux avoir le Mbappé du copywriting. Bah, si tu prends pas le Mbappé du copywriting dans ton équipe, bah, c'est bête, quoi. En plus, ça coûte $20 par mois. Et en fait, c'est ça qui est fou. Et finalement, cette IA, tu vois, tous ces outils-là qu'on a à disposition, bah, c'est comment tu peux t'utiliser et te leverager, tu vois, dessus. Et pour essayer de rendre tout ce que tu fais dans ta vie encore plus productif, encore plus rapide. Et en finance, c'est un énorme topic parce qu'il y a plein de choses, surtout que nous, qu'on utilise. On a besoin d'avoir un peu des couches un peu d'IA. Après, c'est quand même très large, l'IA. Ça peut faire un peu bullshit quand on dit, ouais, j'utilise l'IA. Mais pour avoir tu vois, de comment on utilise certaines données, comment on refit, tu vois, les algorithmes, c'est-à-dire comment on se réadapte au marché, etc., etc. Comment est-ce qu'il y a des moyens où un trader vraiment retail classique qui fait juste de l'achat un petit peu vente de crypto sur des time frames un petit peu courtes, comment est-ce qu'il peut utiliser des outils IA accessibles pour l'aider dans son trading? C'est une bonne question, ça. C'est une très très bonne question. Simplement, ou moyennement simplement, que ce soit raisonnablement disponible. Le problème, c'est que c'est vite complexe, il faut vite coder, il y a des API, il faut récupérer la donnée, enfin c'est vite complexe. Ouais, mais ça se fait, quoi. Même moi qui suis pas technique, je sais que, enfin, ChatGPT, il peut te balancer du code assez rapidement. Tu peux aller sur. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que je dirais à la rigueur, c'est ce qui est hyper intéressant sur tous les outils qu'on a maintenant. Tu vois, si on prend ChatGPT, c'est que ChatGPT va t'aider à passer plus de temps sur les trucs qui font sens pour toi, genre typiquement le trading. Et en fait, tu vas pouvoir, par exemple, imagine tu as un journal de trading où tu documentes plein de trucs, bah, tu vas pouvoir avec ChatGPT, genre envoyer plein de trucs dedans, aller beaucoup plus vite là-dessus, donner aussi des contenus que tu vois sur Internet. Par exemple, moi, je copie-colle beaucoup de trucs de ChatGPT. Puis, ouais, moi, je pense ça, cet article, il fait ça. Tu vois, c'est quoi nos views par rapport à ça, des articles de recherche. Et moi, je lui pose souvent des questions. En vrai, ChatGPT, il faut pas avoir peur de lui poser des questions, surtout en finance. En fait, tu as beaucoup de data où genre c'est très compliqué de récupérer des informations. Tu vois, par exemple, tu tapes sur YouTube, t'as rien. Ouais. Tu tapes sur Internet, t'as rien. Par contre, tu utilises ChatGPT, parfois, t'as des trucs un peu différents. Et t'arrives à lui poser des questions sur ChatGPT, genre avec des termes un peu différents. En mode, vas-y, mets-toi dans la peau d'un mec hyper scientifique, enfin, tu vois, donner du contexte, etc. Ça te permet de chercher des trucs différents que toi, tu trouverais pas sur Internet. Trop cool. On va revenir un petit peu en arrière. Sur ton LinkedIn, j'ai vu que t'avais une expérience où ton rôle, c'était Advanced DeFi Strategy Hunter. Et ça m'a vraiment piqué. Je me suis dit, vas-y, comment est-ce que toi, tu utilises la data et des maths pour identifier une stratégie DeFi? Ouais, alors en fait, toujours pareil par rapport à ça. Par exemple, je te donne un exemple très simple. C'est que tu vois, on parlait beaucoup d'un moment donné des robots sandwich sur la DeFi. Je sais pas si ça vous parle, les robots sandwich. Mais en gros, c'est avant de faire un swap, en gros, il y a quelqu'un qui voit que tu as envoyé la transaction dans la blockchain Ethereum, qui dit Julien va acheter 10 Ethereum à tel prix. Ok, moi je vais en acheter avant. Comme ça, il va acheter plus cher et je vais lui revendre après, tu vois, dans la pool. Et hop, par exemple. Ça marche plutôt sur les très gros ordres qui vont créer du slippage, etc., etc. En fait, c'est de comprendre déjà. En fait, une personne t'explique ça. Ok, est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que tu peux arriver de la blockchain, récupérer tous les ordres sur tous les gros swaps qui sont passés dans les précédents blocs? Et est-ce que tous les gros swaps, est-ce que tu peux regarder ce qui s'est passé avant, après, dans la pool, pour te dire, ok. Donc, ok, tu vois que dès qu'il y a des gros ordres, c'est vrai qu'il y a des mecs avant qui vont faire des trucs. Ok, est-ce que je peux récupérer? Et tu vas creuser comme ça. En fait, toujours pareil, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand tu as une intuition en trading ou tu entends un peu quelque chose, c'est est-ce que tu peux le vérifier? Ça se trouve, une personne ment. Ça se trouve, une personne, tu vois, fait une stratégie qui marche pas, ou a eu de la chance, ou il y a eu un truc qui a marché. Donc après, l'idée, c'est est-ce que cette intuition-là est validée? Une fois qu'elle est validée, c'est comment est-ce que je peux reproduire l'expérience? Est-ce que je peux améliorer ça? Et est-ce que cette expérience se produit de façon suffisamment significative, de façon importante tous les jours, pour que je puisse en faire de l'argent? Parce que si j'ai cette expérience-là, elle se produit 3 fois par an et je fais que $100, bon, $300, est-ce que ça vaut le coup que je passe du temps ou pas? Et donc en fait, c'est un peu tout ce processus-là, quoi. Mais en fait, être quant, c'est faire du lean startup, quoi. C'est t'as une hypothèse, tu vérifies cette hypothèse et après tu crées le modèle pour implémenter cette hypothèse.
Je dis pas le contraire. Hein. Bah, d'ailleurs, moi, j'en rencontre beaucoup à chaque fois. Je sais, moi, je comprends là. Ouais. Moi, quand je rencontre des mecs parfois un peu successful et que j'essaie de comprendre comment ils font, etc. Bah, en vrai, je suis toujours assez surpris sur ce qu'ils font, tu vois. Et ça se rapproche pas mal du compte, entre guillemets, ouais. Non, mais en fait, c'est fantastique. Moi, je me faisais vraiment toute une image. Je te voyais à ton tableau blanc, tu mettais des formules, tu disais ah putain, mais attends, mais s'il se passe ça, il va se passer ça et tout. Et en fait, oui, c'est le cas, mais c'est marrant. Je me suis dit en fait, c'est pas un trader, c'est un philosophe, le mec, parce qu'il y a il y a un petit peu de ça. Mais du coup, toi, tu vois, avec Merov, il y a quand même un gros côté communauté. Et vous voulez aider des gens enfin, déjà, vous pouvez leur faire gagner de l'argent, mais il y a aussi ce côté de les aider à devenir eux de meilleurs traders. Et du coup, comment là, je te balance quelqu'un qui n'a jamais fait de trading et qui se dit j'aimerais bien m'y mettre, j'aimerais bien tester ça. C'est quoi ta petite méthode en quelques étapes pour l'aider à devenir bon, et tu gardes les 2 dernières pour toi pour qu'ils viennent rejoindre Merov? Tu m'as dit les 3 étapes? Ouais, les quelques étapes, j'en sais rien. Moi, ce que je dirais déjà, c'est que quand les gens démarrent, il faut pas avoir peur de prendre le temps de se former et de comprendre que ça va prendre un peu de temps. Les gens, ils veulent trop passer des shortcuts et se dire, OK, je vais aller directement au bout. Et donc, en fait, du coup, après, tu t'es un peu victime de ta façon de raisonner et tu vas tomber dans des pièges. C'est-à-dire, tu vas aller voir des mecs qui vont pas forcément t'aider. Donc, déjà, avoir conscience que ça prend un peu de temps, il va falloir que mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ça prend un peu de temps, que c'est un peu difficile, que ça filtre énormément de personnes à l'entrée, tu vois. Et finalement, globalement, le filtre se fait relativement vite. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est pas avoir peur de prendre le temps, de se poser et de construire un plan. Faut arrêter de tout foufou, de se dire, OK, demain, je vais faire du dropshipping parce que j'ai vu une vidéo, il y a un mec qui est devenu riche à faire du dropshipping. Après, il y a un mec qui me dit qu'il a monté un SaaS AI, il a l'air de gagner beaucoup d'argent, je vais faire un SaaS AI. Non, c'est de comprendre qu'est-ce qui marche pas. Qui sont les mecs qui mentent et qui mentent pas aussi un petit peu, parce qu'il y a quand même un peu de marketing sur la tête, et de te dire que tu dois construire un plan. En quoi c'est intéressant l'investissement et le trading, c'est que globalement, on vit dans un monde avec l'inflation, avec la montée des prix, à un moment donné, tout est financiarisé autour de nous. Tu vas être confronté à l'investissement et au trading. Tu peux dire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, j'ai pas envie de faire trading, je peux faire investissement, t'es obligé. Et si tu fais pas ça, tu vas être vraiment une victime du système. Hein. Et moi, je vois, j'ai beaucoup de copains, ils ont fait des très grandes études, etc., ils sortent, ils investissent pas. Ils mettent de côté sur leur livret A, etc. Ok, c'est très bien. Mais t'es une victime du système, tu vois. Il faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont sur des boîtes de ouf, qui payent des dividendes, qui ont de la croissance tous les ans, tu vois. Enfin, c'est sûr. À un moment donné, il faut comprendre ça. Et que t'auras rien sans rien. C'est sûr que si tu vas pas prendre un peu de risque, tu prends pas un peu de temps, je pourrais rien pour toi. Tu vois, hier, j'ai discuté avec quelqu'un, il me disait, ouais, mais là, tu vois, qui va en train de me rappeler, il me dit, ouais, j'ai peur que ça me prenne quelques heures par semaine. Je fais, t'en compte, tu me parles de quelques heures par semaine pour potentiellement une liberté financière ou potentiellement tu vas gagner 10 ans de ta vie, tu vois. À un moment donné, c'est aussi une question de risk-reward, c'est de comprendre que tu n'auras rien sans rien, mais est-ce que ces 3 heures-là que tu vas mettre, c'est quoi ton rendement que tu vas récupérer? Et je pense que les gens, faut faire un calcul très simple, qui a pas de jugement de valeur, c'est combien est-ce que tu vaux à l'heure pour toi? Si tu te dis que tu vaux tant, enfin, tu vois, en fait, ça remet les choses en place. C'est-à-dire que si tu te dis, OK, j'ai passé 3 heures en fait, c'est pas grave. Va te former, va ton truc, va faire le leverage. Tu vois, par exemple, dans le Merov Club, on a une grande partie qui est les airdrops. Et les gens me disent, ouais, moi, je vois de faire les airdrops, c'est chiant, etc. Franchement, si tous les gens qui ont moins de 100 000 $ en crypto, faut aller faire les airdrops. Il faut y passer du temps, etc. Tu vois. Après, tu peux faire les airdrops de façon intelligente. C'est-à-dire que moi, je fais pas les airdrops, mais je les fais de façon indirectement parce que je vais tester les protocoles, ça m'intéresse, soit parce que j'ai envie de faire de la recherche, soit j'ai envie de comprendre, soit parce qu'il y a des protocoles qui sont cool, tu vois. Par exemple, là, il y a l'airdrop Jupiter sur Solana qui arrive. Juste Jupiter, le produit, il est fou. Moi, j'ai beaucoup utilisé le produit. Oui, je vais avoir le airdrop. Donc, t'as un peu de la chance. Mais tu vois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les gens, t'as un petit peu rien sans rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a très peu d'efforts à mettre pour que le résultat soit énorme. Et puis toujours pareil, en fait, si les gens ont envie de travailler toute leur vie dans un taf qui souvent leur plaît pas, tu peux pas dire je suis jaloux, il y a ci, lui il a ça. Moi, ce que je dirais, c'est construire ton plan. Et ton plan, il faut pas avoir parce qu'en fait, on voit beaucoup de choses sur Internet, etc. Il faut pas se dire moi mon plan, je vais pas devenir riche. Non, faut que tu fasses ton plan. Je sais pas, tu gagnes tant par mois, tu mets tant de côté, ça te paraît rien, c'est pas grave, tu le fais quand même. Parce que un jour peut-être tu auras plus d'argent, un jour peut-être tu vas avoir un accident positif de richesse et tu auras beaucoup plus d'argent à investir, etc. Mais parce que tu as bien fait les étapes en amont, quand tu seras à cette étape-là, ça se passera bien. Nous, le problème qu'on voit, c'est qu'on voit plein de personnes qui arrivent à devenir riches relativement rapidement, mais après qui repartent à zéro, qui ne le restent pas. Donc c'est ça qui compte, c'est OK, il faut avoir un plan pour se dire comment est-ce que je fais un peu plus d'argent, j'arrive à faire mes trucs, etc. Tu vois, travailler plus pour gagner plus. Mais après, il faut aussi un plan pour se dire, même si je suis jeune, j'investis tôt parce qu'il y a ce compound effect sur le return que tu peux avoir, mais aussi le compound effect, il est sur les connaissances que tu as. Tu vois, par exemple, moi, je prends mon oncle, il a jamais investi de sa vie.
c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il a gardé son argent en euros. Il s'est tapé une inflation de malade. Il n'a jamais investi. Il n'est pas exposé, je sais pas, à la crypto. Il n'est pas exposé à des GAFAM. Il n'est pas exposé, tu vois, au luxe français. Tu vois, c'est quand même un truc de ouf. Moi, ce que j'ai tout le temps en français, c'est les gens, ils vont acheter chez Hermès. Ils sont fiers d'être français, mais ils n'ont pas d'action Hermès. Tu vois, alors que c'est listé en bourse, tu pourrais. Et enfin, tu vois. Donc, moi, je dirais que c'est plus ça. Désolé, c'était hyper lent. C'était pas très structuré, mais. Non, mais alors, tu te rends même pas compte. Tu te rends même pas compte de la valeur que tu as là-dedans parce que tu vas au-delà des idées préconçues, tu vas au-delà de dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Là, quelqu'un qui écoute ça, il va se rendre compte à quel point c'est important. Ce que tu dis par rapport à quel point notre monde est financiarisé, c'est une telle évidence que je m'en étais pas rendu compte, je l'avais pas formulé comme ça dans ma tête, mais en fait c'est vraiment clair. Et comment, enfin, tu vois, je me disais même à un moment, aujourd'hui, si tu vois à la télé que le prix du pétrole va augmenter et que tu dis tiens, je vais aller me remplir de jerrycans, c'est du trading que tu fais. Ouais. Tu achètes une matière première. Quand tu vas chez Leclerc et qu'il y a la réduction, tu prends la réduction, c'est du trading. T'arbitres le. Ouais. Exactement. Parce que du coup là, toi, tu es en train de parler de trading au sens vraiment le plus large possible du terme. Parce que quelqu'un lambda qui entend parler de trading, il voit une courbe avec une courbe de prix et à la limite des bougies et du coup tu te dis quelle stratégie je vais utiliser. Mais toi, j'ai l'impression que tu le vois vraiment au sens le plus global du terme, où c'est on est dans un monde économique et financier dans lequel il y a des opportunités, et si toi tu vas essayer de saisir cette opportunité, d'obtenir un actif dans l'espoir de le revendre plus tard plus cher, ça pour toi ça consiste en du trading, on est d'accord? Ouais, c'est du trading, de l'investissement, etc. Ouais, bien sûr, bien évidemment. Ouais, surtout. Non, c'est surtout. En fait, les gens ils voient trop le trading sur je suis devant mon écran, je fous pas de mon écran toute la journée. Mais c'est pas forcément ça le trading, tu vois. Parfois le trading c'est de se dire moi je ressens ça du marché, je sors, j'attends. Tu vois, c'est vraiment saisir les opportunités qu'il y a sur le marché. Par exemple, un truc qui est hyper important dans le trading finalement, c'est ton rendement risque. Donc c'est comment tu peux justement déjà commencer par définir les choses qui présentent pour toi le meilleur rendement risque sur les marchés, et après tu peux commencer à faire tes trucs. Après, j'ai pas envie de rentrer dans le délire sur tout ce qui est plus trading, genre hyper concret, parce que je pense que c'est un peu difficile à expliquer ou à faire visualiser aux gens en vidéo. Mais c'est hyper important de passer du temps devant les courbes, de passer du temps devant les graphes, de comparer les actifs, de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'améliorer tes stratégies en essayant de sortir aussi du scope que ce que tu vois sur Internet et sur Twitter, parce que c'est quand même hyper limité, et il faut essayer c'est pas complexifier ça, c'est de trouver d'autres solutions aux problèmes d'une façon différente. Et c'est quoi du coup pour toi? Comment toi tu t'y prends? C'est quoi ton système? J'imagine que tu en as plusieurs parce que tu parles d'actions, tu parles de crypto, tu parles de airdrop, tu parles de tout un tas de choses, donc j'imagine que ton système à toi il est complexe, mais quelles en sont les verticales principales? Ouais. Alors moi, ce que j'appelle souvent ça, c'est comment tu génères de la performance ou de l'alpha, entre guillemets. Donc moi, j'ai un peu plein de façons. Déjà, il y a beaucoup sur ce que je lis, tu vois, la presse, les articles qu'on a, les newsletters qu'on paye, Twitter. Finalement, nous, il y a beaucoup de personnes aussi qui nous remontent des choses, tu vois, qui disent moi j'ai vu ça, j'ai vu ci. Et puis après, sinon, c'est de la recherche. Donc t'as des données, des nouvelles données. Et tu essayes de fouiller, on va dire, dans ces données pour savoir est-ce que tu peux extraire quelque chose qui va t'apporter quelque chose sur le risque, sur une stratégie donnée, etc. C'est quoi le dernier exemple en date d'un tel processus de recherche que tu as fait? D'un tel processus de recherche que j'ai fait en date, un truc que je peux expliquer. Ou pas, hein. Donc, ok, mais si je donne un exemple, ok. Non, parce qu'en fait, après aussi, c'est un peu le grand jeu, c'est de ce qu'on appelle leak de l'alpha, c'est-à-dire en gros, si en fait ça a de la valeur, je veux pas le donner. Et en fait, c'est pour ça aussi que c'est très difficile, c'est que on parle que entre nous. Je t'en donne un, par exemple là, on s'est posé une question il y a quelques semaines, c'était en mode l'écosystème Solana, il est hyper hot. T'as forcément plein de tokens qui vont lister ou qui vont faire des airdrops. Et donc en fait, c'est comment se dire en le moins de temps possible, maximiser tout ce qu'on peut faire. Donc tu vois, tu prends toute la liste des protocoles sur Solana, tu regardes tous ceux qui n'ont pas de token ou ceux qui ont déjà fait un airdrop, il y a de fortes chances qu'ils en fassent un, et hop, tu prends 3 wallets, t'as 3 browsers, 3 wallets, tu mets un Solana sur chaque et tu fais toutes les transactions, t'attaques dans tous les sens. Ça te prend 2 heures et après peut-être que t'es éligible à un airdrop. Et donc en fait, les 2 heures que t'as passées, ton rendement risque finalement il est hyper bon, parce que peut-être que tu vas récupérer, je sais pas, imaginons que tu récupères 2 heures de $1000 pour simplifier. C'est-à-dire que tu as pris $1000 de l'heure, tu vois. Et je connais très peu de personnes qui ont un taux de plus de $1000 de l'heure quand même dans leur journée, tu vois. Donc par exemple, ça peut être ça. Et après, d'un point de vue trading, c'est t'as trouvé
une nouvelle type de données, par exemple, on va dire les funding rates, donc les funding en crypto. Et bah, c'est de comprendre comment le funding de Binance par rapport à Bybit, par rapport à OKX bouge. Et est-ce que de ça, je peux en déduire quelque chose du prochain mouvement sur le marché. On va avoir une probabilité de mouvement que plutôt ça se passe ou ça se passe, quoi, entre guillemets. C'est vraiment intéressant. Même moi, j'imagine, je le voyais pas comme étant aussi large. Il me semble que c'était dans la vidéo que tu as postée, tu parles de Next Generation Quantitative Office. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle génération et qu'est-ce que toi tu vas faire de différent? Dans le quant, en fait, après moi quand je dis encore une fois, moi je suis tout jeune dans ce milieu-là, dans cette industrie. Moi j'ai des ressources limitées, je travaille avec des personnes, on a des ressources limitées, donc nous ce qu'on fait c'est à notre niveau entre guillemets. Hein. T'imagines, t'as des fonds qui investissent tous les ans des dizaines de millions, voire plus juste en recherche et développement, tu vois, c'est un truc de malade. Hein. Je pense que d'ailleurs, je serais curieux de savoir, à mon avis, la métrique doit faire froid dans le dos, de combien est dépensé par an dans du recherche et développement de stratégie de trading ou en finance, tous les ans, et après tu compares ça à la santé. Je pense que ça ferait vraiment froid dans le dos. Mais du coup, non, en fait, moi, c'est assez simple, hein, c'est plutôt faire ma journée dans moi, le trading, ce que je peux apporter aux gens, de ce que je fais moi. Et parce qu'à la fin de la journée, je pense qu'on a un peu tous les mêmes objectifs, qui est de essayer de travailler moins, je sais pas, d'être libre, de pouvoir plus voyager, mais ça se retrouve un petit peu toujours pareil. C'est comment est-ce qu'on peut faire travailler notre argent, comment est-ce qu'on peut investir notre argent de la façon la plus intelligente possible, et comment du coup on peut profiter aussi des marchés, parce qu'ils sont là, ils bougent, plein de personnes veulent en profiter, donc faut pas être le dernier à en profiter, quoi. Et d'ailleurs, tu le vois en France, c'est quand même un truc de fou. Je pense je serais curieux de savoir, mais c'est vraiment une catastrophe, hein. C'est une catastrophe parce que on n'a aucune éducation financière là-dessus. Je pense que dans la majorité, nos parents n'ont pas d'actions, ils ont tous un petit peu d'immobilier. Y a pas je parle même pas de crypto là, encore une fois, parce que les gens disent qu'ils sont pas fans des cryptos, ils pensent que c'est une arnaque ou ce que tu veux, c'est leur croyance, et ça me dérange pas que des gens pensent ça. Bien au contraire. Mais tu vois, sur les actions, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que notre CAC 40, il est pas en si bonne santé que ça. C'est qu'il n'y a pas plus d'investisseurs qui investissent dedans, qui leur donnent plus de ressources. Et c'est quand même à la fin de la journée, dans tout ce qui est l'investissement, les entreprises, c'est récupérer le plus de ressources possible pour avoir ta chance, pour générer le plus de valeur, tu vois. C'est pour ça que nous, on a tous nos investisseurs, ils nous soutiennent de façon plus ou moins importante. Et nous, c'est comment est-ce qu'on essaie de leur redonner le plus possible cette valeur-là pour qu'ils aient le meilleur rendement risque en exposition, en rejoignant le Merov Club et dans tout ce qu'on fait, quoi, dans cette journée. Ah, c'est cool. Et tu parlais de pourquoi gagner de l'argent. Toi, tu te verrais comment après là, quand t'auras rendu non pas seulement tes 1000 membres millionnaires, mais les 5000 suivants. Tu te verrais faire quoi, toi, plus tard? Moi, j'ai déjà quelques idées en tête. Étonnant, ça. Ouais. Je suis surpris, je m'attendais pas. Mais ouais, en fait, je pense que je ferai toujours un petit peu ça quand même de toute ma vie, parce que c'est quelque chose qui me passionne, au-delà de ça, au-delà de l'argent et tout ça. Moi, c'est une vraie passion. Après, parfois, j'aimerais en faire un peu moins, parce que c'est vrai que là, on travaille quand même beaucoup, c'est quand même assez intensif, et à un moment donné, tu vois, voilà, on atteint tous un peu nos limites. Mais je pense que je suis passionné, je pense que je vais faire ça encore pendant très longtemps. Mais après, j'aimerais bien commencer à financer certains. C'est un peu bizarre de dire financer, mais j'aimerais bien tester certains trucs dans la recherche, dans le médical. Donc, il y a Brian Johnson, pour ceux qui ont suivi, avec Blue Origin, qui fait non, c'est Blueprint, je confonds, qui a fait son truc. Moi, je trouve ça hyper cool. Donc moi, c'est parce que lui, il a un truc, en fait, il veut financer de la recherche pour anti-aging. Donc comment est-ce que tu t'arrêtes de vieillir et tu rajeunis. Donc il teste tout sur lui, qui est quand même assez fou. Et lui, d'ailleurs, tu vois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a un protocole qui est très quantitatif. Raconte Brian Johnson et son protocole, parce que je suis sûr que plein de gens qui écoutent connaissent pas forcément. En fait, c'est un milliardaire américain, ou très très riche, qui s'est dit comment est-ce que maintenant j'ai envie de faire quelque chose de ma vie différent. Je vais essayer de, sur moi, tester plein de choses pour essayer avec une approche vraiment scientifique et quantitative, pour essayer des ressources que je dépense, donc je dépense de l'argent, maximiser les résultats que je peux avoir d'un point de vue résultat de recherche, et sur moi, ma personne, comment est-ce que je rajeunis et tout ça, et est-ce qu'on peut tester ça et commencer à détecter des patterns. Bon, après, bien évidemment, il a sa génétique, tu vois, il y a plein de biais dans son expérience, tu vois. Il en est conscient d'ailleurs. Mais lui, il a une démarche quand même qui est hyper quantitative, et donc ça va être je sais pas, un exemple simple, c'est quand est-ce qu'il vaut mieux prendre ses glucides dans la journée, tu vois, comment les glucides impactent le cortisol, comment ça impacte tel autre truc. Comment est-ce qu'il faut qu'il dorme? Est-ce que quand il dort, il faut qu'il y ait de la lumière? Est-ce qu'il faut qu'il fasse nuit? Quelle température? Quel degré d'humidité? Tu vois, tous ces trucs-là, en fait, on sait pas. Et en fait, c'est comment lui, de tous les trucs sous-optimales qu'on fait de la journée, boum,
les passer à un nouveau niveau où tout va être réglé, tu vois, un peu au millimètre. Et en fait, ça fait un peu le truc qu'on est un peu dans les sci-fi movies, tu vois, genre en mode, tu sais, l'humain enhanced, je sais pas comment dire en français, genre l'humain amélioré. Et donc, c'est un peu ça son idée. Et lui, il a le gros prisme, du coup, de anti-aging. Et donc, moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais moi, je sais pas tellement ça, parce que c'est quand même hyper vaste ce qu'il fait. Moi, ça aurait été plutôt un truc... Raconte sa blueprint, justement. Moi, c'est ça que je trouve le plus délirant. Du protocole, tu veux dire qu'il a lancé là maintenant? Ouais, en gros, lui, ce que lui, il fait dans toute sa journée pour alimenter son protocole. Ah ouais, enfin lui c'est un truc de malade. Bon, après il y a ce qu'il fait en recherche et ce qu'il fait maintenant, on va dire en routine. Mais tu prends toutes les pilules qu'il prend, tout ce qu'il mange, tout est millimétré au gramme. Enfin, des injections aussi. Ouais, bah des injections de gras sur le visage pour avoir la peau. Bon après lui il est vraiment dans un délire. Il pousse très 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 loin le délire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son Instagram et tout ça. C'est ça. En fait, les gens soit ils disent que c'est badant, soit les gens sont fans. Moi, je suis complètement fan. Je trouve ça fou. Mais du coup, moi, j'aimerais bien faire un truc un peu dans. En fait, moi, c'est pas tellement. Bon, après, j'ai un temps limité quand même, donc je peux pas tout regarder. Mais j'ai testé certains de ces trucs et surtout, en fait, moi, j'en ai d'autres que je fais, mais plutôt de moi-même, de mon côté. Genre quoi? En fait, après, c'est un peu personnel ou je sais pas. C'est un peu. J'ai pas envie de déjà on donne des conseils financiers. Non, j'ai pas envie de donner, parce que déjà, c'est pas de conseils financiers, pas de conseils d'investissement, tout ce qu'on fait, tout ça. Et j'ai pas envie de donner au moins des conseils médicaux où je vais faire un truc, après les gens vont essayer de le faire, ils vont être blessés. Écoute, si t'écoutes ça, ce qui est partagé, c'est purement de l'avis personnel de notre ami That's My Coin. Mais vas-y, raconte, personne ne n'engagera ta responsabilité. Ouais, bon, par exemple, un truc que je fais maintenant, mais on va dire qu'il est un peu lié à mon truc, qui est que je suis en crypto et que les marchés ferment jamais. C'est en fait, tu sais, on parle de ton régime un peu circadien, genre quand est-ce qu'il faut dormir, quand est-ce qu'il faut pas dormir. Et est-ce que genre c'est normal de dormir genre, tu sais, one straight, tu vois. Et en fait, moi j'essaie de tester un petit peu, parce que je suis un peu forcé. Est-ce qu'on peut pas, genre, au lieu de dormir 6 heures par jour, tu dors 3 fois 2 heures? Genre comment ça impacte? Est-ce qu'il faut faire ouais, je suis encore un peu au truc, mais déjà en fait, je pense qu'on surestime la quantité de sommeil dont on a besoin. Vraiment. Parce que là, je dors vraiment très très peu en ce moment depuis pas mal de temps. Et en fait, si t'as juste quelques trucs, en fait, je pense que ça change vraiment pas mal. Genre la quantité de sommeil dont t'as besoin. Comme quoi? Qu'est-ce que t'as juste? Bah, déjà, je pense qu'en fait, les gens se rendent pas compte, mais genre tout ce qui est Netflix, YouTube, ça fatigue énormément. Genre regarder du contenu, ça fatigue énormément. Le téléphone, ça fatigue énormément. En fait, je pense que finalement, quand tu consommes, c'est-à-dire que t'es très passif dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu sais, tu scrolles sur TikTok comme un zombie. En fait, je pense que ça te lave ton énergie, mais c'est inimaginable. Et en fait, je pense que si t'enlèves tout ça, tout ce que tu fais, c'est proactif. Genre, t'es sur Twitter, au lieu d'y passer 1 heure à scroll, tu vois, ça comme ça. J'ai pas envie de donner des termes bizarres. En fait, si tu le fais, t'es là, tu as ton Twitter, t'as les mecs, tu retweets, tu bookmarks, t'envoies ça à des potes, tu discutes. En fait, je pense que ça stimule ton cerveau, mais je pense qu'en fait, finalement, ça te donne de l'énergie. Je sais pas comment te expliquer le truc. Mais là, je vois, j'ai vraiment... Déjà, il y a un truc très simple, c'est dans la physique quantique, c'est que là où on met de l'attention, là où on met de la conscience, on envoie de l'énergie. Tu sais, cette expérience où t'as quand ils essayent de calculer, tu sais, ils envoient un laser et suivant si le laser est observé ou pas, il va à différents endroits. Ah, tu veux dire, ok, ouais. Ben, ça, c'est nous qui mettons notre conscience sur quelque chose. Ben, c'est exactement la même chose. Moi, je suis très porté... je suis allé assez loin dans le côté spiritualité, méditation, je médite énormément, des choses comme ça. Et il y a ces sujets de, quand tu mets ton attention quelque part, tu mets ton énergie. Donc là, si je mets mon attention dans ma main, je mets de l'énergie. Tu sais, tu sens ça frétille un petit peu. Bah, c'est exactement la même chose. Quand tu es en train de penser à quelque chose, quand tu es en train de scroller sur un truc, c'est des choses à laquelle tu donnes ton attention, donc tu donnes ton énergie. Donc tu te transformes en une passoire énergétique. Donc ouais, ça fait complètement sens ce que tu dis. Ça, il y a pris pas mal de trucs autour de la nourriture. En fait, je pense qu'on sous-estime tout le côté génétique sur la nourriture et comment, en fait, quand tu écoutes les médias ou écoutes un peu ce qui est mainstream, en fait, ils donnent plein de conseils. Et en fait, je pense que finalement, il faut essayer un peu de tout déconstruire et tester ce qui marche sur toi. Parce que je pense qu'on a tous des génétiques genre vraiment hyper différentes. Et donc, en fait, ton rythme de vie est pas pareil. Ce que tu dois consommer, c'est pas la même chose. Tu digères pas de la même façon les mêmes choses. Ou genre, t'es pas genre complètement dead après avoir mangé un truc. Tu vois, par exemple, je sais que moi, le midi, je veux plus manger de glucides ou très très peu parce que ça m'assomme, tu vois. Vraiment, c'est un truc de ouf. Vraiment, genre, j'ai plus d'énergie de la journée après. Après, encore une fois, c'est pas des conseils médicaux. Mais tu vois, par exemple, le fasting. Moi, j'étais vraiment contre le fasting parce que j'arrivais pas à le faire quand j'étais en France. Parce que je sais pas, genre, tu sais, j'avais des trucs d'hypoglycémie bizarres, ça me mettait dans un truc, j'avais pas d'énergie et tout. Et là, je l'ai retesté un peu différemment, genre un peu plus carré. Et donc, je fais vraiment un petit dose que moi, je suis quand même pas hyper convaincu. Enfin, tu sais, j'ai pas envie de faire des trucs trop bizarres. Mais pareil, ça, je teste un peu et franchement, c'est des résultats pas mal.
Comment? Intermittent, du coup? Non, même pas tellement. En fait, moi, quand je dis fasting, c'est que moi, avant, je mangeais vraiment tout le temps. Pourtant, je suis assez sain, mais je mangeais vraiment tout le temps, où je me posais pas de questions, tu vois. Et maintenant, j'essaie un peu de me dire, ok, parfois, j'essaie de faire genre vraiment une détox pendant, je sais pas, une journée, je mange pas. Ou vraiment que des trucs genre hyper, tu vois, des fibres, low calories, ou même, enfin, moi, je prends pas de calories, je m'en fiche de ça, je fais pas de régime ou quoi. Mais j'essaie de pas manger des glucides qui t'assomment, tu vois, en mode, tu manges des frites frits, ou du poulet frit, genre, après, t'es éclaté. Donc, j'ai un peu des trucs comme ça. Ouais, après, franchement, ce truc de Blueprint, enfin, c'est un full-time job. Et puis moi, tu vois, je mange plein de McDo, je mange plein de fast-food et tout ça. Tu vois qui c'est, Alex Baker? Ouais, Alex Baker, ouais. Ouais, putain, lui, il me tue. Et tellement, moi, j'ai un peu des problèmes avec ça. J'ai un peu des problèmes parce que j'ai vraiment l'impression. Je pense pas que la solution. On n'est pas des robots. On n'est pas fait pour être optimisé comme des machines où tu dois. Donc, je pense qu'il doit y avoir un bon mélange des deux. Si des fois, t'as pas envie de te lever à 4 heures du matin, t'as envie de te lever à 9 heures. Ça, c'est sûr. T'as envie de pas faire du sport et de te reposer. On a des cycles, quoi. Les femmes, c'est un petit peu plus clair parce qu'elles ont les règles et tout, donc elles le voient physiquement. Nous, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un petit peu la même chose. Mais le truc, c'est que les gens, ils ont pas. Il y a beaucoup de gens qui ont pas trop de sens critique, donc ils vont lire un truc, ils vont entendre quelque chose et ils vont se dire ah ouais, c'est absolument ça qu'il faut que je fasse. Et j'adore ce que tu dis sur le fait, il faut tester, quoi. Ouais, c'est ça, il faut tester. Tu écoutes des trucs, tu testes des trucs et puis c'est exactement ça. Ouais, puis il faut pas. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre quand je veux dire. C'est pas qu'il faut pas trop se prendre la tête, mais je pense que c'est bien d'écouter les trucs sur internet qu'on vous dit, mais il faut tester sur vous, tu vois. Par exemple, j'ai un copain qui s'entête à vouloir faire des cold showers, genre des douches froides, genre tout le temps. Je fais, mais mec, genre, c'est l'enfer de ta journée. J'ai l'impression que, genre, ça te prend un max d'énergie mentale et tout. Je fais, mais arrête, c'est quoi, enfin, tu vois, ça makes no sense. Que tu le fasses de temps en temps ou que tu fasses des tests, pourquoi pas, mais, enfin, bref. Après, je pense que c'est pas mal, surtout pour les jeunes. Dans le monde dans lequel on vit, tu peux vite te laisser aller, tu peux vite, donc, je pense que c'est pas mal de se dire de faire un petit exercice. Allez, pas de conseils médicaux, mais pourquoi pas un conseil. D'essayer de faire un petit exercice toutes les semaines, c'est de changer un peu une de tes habitudes en mieux, ou de tester un peu un truc et tu vois un peu comment ça se passe, tu vois. Par exemple, je sais pas, t'as jamais testé de te coucher hyper tôt. Tu peux te coucher hyper tôt parce que t'es pas en crypto et tu traites pas. Pourquoi pas essayer de te coucher hyper tôt pendant une semaine ou peut-être 2 semaines parce que bon, là, le sommeil, ça met un peu plus de temps à s'adapter, tu vois. Et peut-être qu'en fait, tu vas te rendre compte que toi, quand tu te couches avant 9 heures, et ben en fait, genre tes 3-4 heures de sommeil avant, enfin, tu vois, genre avant minuit ou je sais pas trop quoi, le son, ça fait qu'en fait, tu devais dormir 10 heures, mais en fait, tu dors 6 heures. Moi, j'avais un copain, il me disait, ouais, je sais pas comment tu fais pour pas dormir et tout ça. Lui, il dort, je sais pas, 9 heures par nuit. Et je lui fais, ouais, peut-être que c'est un peu lié à ça. Il a un petit peu décalé son rythme de sommeil et boum, il a gagné 2 heures, tu vois. Donc, je pense qu'il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment sous-estimés et ou pas. Voilà, quoi. Et il faut faire des tests. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Il faut tester des trucs. De façon quantitative, les tests. Exactement. De façon quantitative. T'as déjà utilisé un Whoop ou un truc comme ça? Un quoi? Whoop. Ah non, moi j'ai un Notion où je teste mes trucs et j'essaie d'améliorer un peu mon protocole sur certains trucs que je teste. Mais franchement, c'est très difficile. Hein. En fait, je pense que tu vois, et en fait, je pense que c'est pour ça que je vais adorer ce secteur, c'est qu'en fait, je pense que c'est encore plus complexe que le trading. Parce qu'en fait, je pense que tu as encore plus de variables. Ah, mais oui, elles sont infinies, les variables. Ouais. Tu as encore plus de variables, tu as encore moins de je sais pas, de biais, enfin, je sais pas, c'est encore beaucoup plus complexe. Donc, en fait, je suis en train de me dire, peut-être c'est pas finalement le prochain truc qu'on va essayer de résoudre. C'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée de se faire la main sur un truc comme la finance. Et le truc que je t'ai envoyé, la Whoop, c'est un truc que j'utilisais à l'époque. Bracelet qui t'aide à traquer un petit peu comment tu te sens. Ah ouais, voilà. Moi, je voulais acheter la Oura Ring. Là, j'ai plein de copains qui ont ça ici. Mais je me suis dit, si je commence à prendre ça, moi, le problème, c'est que le sommeil, moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de chez catastrophe. Donc... Après, si t'as de l'énergie, enfin, tu seras pas à 100% parce que tu vas pas prioriser le sommeil, mais si t'es à 70%, enfin, je sais pas comment Oura fonctionne, mais sur Whoop, c'était comme ça, t'as ton truc de recovery. Si t'es à 70% de recovery et que toi, ça te va. Moi, je sais que, par exemple, j'aime être dans ma zone de performance entre 85 et 100%. J'aime pas être en dessous. Et du coup, dès que je passe en dessous de ça, je priorise tout le reste. Mais il y a des gens qui fonctionnent super bien entre 65 et 80 et ça leur va. Et chacun son truc, quoi. Mais franchement, c'est un bon, ouais, Whoop, Oura, les deux, c'est un bon outil. Et ce dont tu parlais, là, ça me faisait penser à cette phrase, tough times create tough men create easy times create soft men. Et nous, on est clairement dans ce truc où
bon, alors, les temps durs créent des hommes qui sont costauds, qui sont forts. Les hommes forts créent des temps faibles, des temps faciles. Qui sont faciles. Et les temps faciles créent des hommes qui sont faibles. Et nous, on est clairement dans ce truc-là des hommes faibles. On sort des temps faciles, on a des hommes faibles. Et t'as Amazon, donc tout ce que tu peux commander te vient super facilement. T'as Tinder, donc tu peux trouver des hommes et des femmes assez facilement. Enfin, tout est fait pour que notre vie elle soit méga facile. Sauf que ça va pas continuer comme ça pendant toujours. Et je pense que ouais, de faire ce que tu dis, tu vois, de se challenger, de se rentrer un petit peu dedans pour essayer de devenir un petit peu tougher, avoir un petit peu plus de discipline. Franchement, ça fait mal. Après la vie, ouais, je suis d'accord, la vie elle est facile, mais la compétition, je trouve qu'elle est quand même peut-être beaucoup plus. Elle est intense, ouais. Elle est intense, hein, on va pas se mentir. Et puis en fait, on voit la vie était plus facile, mais on voit beaucoup plus de choses aussi. Et ça te motive, tu vas te dire, ah, moi j'ai envie d'avoir ça aussi, j'ai envie de faire ça, d'avoir plus d'expérience, tout ça. Je pense que ça te motive toi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens. Et ça motive moi aussi, clairement. Enfin, tu vois bien que c'est un truc qu'on partage, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, physiquement, c'est facile. Tu vois, nos besoins primaires, ils sont tellement couverts que tu peux avoir un job assez facilement si t'es en France, en Europe. Tu mangeras, tu trouveras un partenaire et tranquille, quoi. Après, à quel point ces temps faciles créent des temps difficiles très rapidement, quand même. Parce que là, tu vois, en France, moi, je trouve que moi, je pense honnêtement que bon, il y a toujours un peu le robinet magique et tout ça en France ou en Europe, mais je pense que les temps faciles sont quand même de moins en moins là. L'inflation est passée par là. Je pense on est faible. Peut-être qu'il y a, Je pense que peut-être que la vie est plus facile maintenant parce qu'on a des outils technologiques qui simplifient énormément de choses, mais peut-être que de la génération de nos parents, même nos grands-parents, la vie était peut-être encore plus kiffante, tu vois, parce que t'étais là, là, l'inflation, quand même, ça rigole pas. Les gens doivent travailler quand même pas mal. Ils ont du mal à boucler les fins de mois. Enfin, tu vois, c'est vraiment difficile. Donc, est-ce qu'on n'est pas justement en train un peu dans la phase où les gens sont un peu faibles et ça commence on est un peu dans des temps durs et c'est en train de recréer un peu des gens durs, je sais pas, on va voir. T'as lu, toi, le rapport de Ray Dalio? Sur, enfin, tu veux dire sur le truc de ces cycles, etc. Alors, je sais plus comment il s'appelle. New World Order, c'est New World Order, je sais plus comment il s'appelle ça, mais. Alors, je sais plus comment il s'appelle. J'ai plus le nom, je sais juste que lui, il a prédit une énorme crise, notamment financière, mais humaine plus générale. Et je crois que tout le monde s'accorde un petit peu à dire que ça va commencer à être. Moi, après, sur ça, j'ai vraiment un avis totalement différent. C'est que moi, je suis permaboule. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, la résilience de l'être humain, elle est infinie, que l'être humain se réinventera toujours, et que finalement, on va peut-être avoir des nouveaux tu vois, façons d'appréhender des problèmes, mais je pense qu'on arrivera toujours à trouver des solutions. Et je pense qu'il faut être hyper prudent avec les permabères, surtout de notre. En fait, je trouve qu'au niveau marketing, ils ont une très très bonne vibe, enfin une très bonne vague, on va dire, les permabères, parce qu'en fait, c'est facile, ça fait en fait de tomber dans le FUD, tu vois. Moi, je suis beaucoup plus dans le FOMO que dans le FUD. Tomber dans le FUD, c'est facile, tu vois, de tout FUD, parce que au pire. En fait, quand tu FUD tout, ton EV, c'est-à-dire ton risk reward, il est très très bon. Parce qu'en fait, au pire, t'as tort, mais bon, comme c'était un truc très probable, bah, c'est pas grave. Et si t'as raison, boum, jackpot, tu vois. Alors que quand t'es permaboule et que tu vois, t'es positif partout, bah, en fait, ouais, ok, tu prends plein de gains, mais parfois tu perds beaucoup, ou je sais pas, t'as un truc et les gens te disent, ah ouais, t'as tellement raté ça, etc. Mais bon, c'est pas grave. Donc, donc, par rapport à FUD and FOMO, du coup, on a un podcast aussi en anglais, FUD and FOMO. Qui est d'ailleurs le premier épisode qui sort bientôt. Mais du coup, par rapport à ça, je pense qu'en fait, il faut être hyper positif parce que j'ai l'impression qu'aussi ce truc-là de, permabère, ça y est, en fait, il y a 5 ans, on nous disait, moi je me souviens quand j'étais à l'école, on m'avait dit, les BRICS, ça va être nouvel world order, les Américains, ils sont finis, il y a 10 ans de ça, ça y est, c'est fini, on va arrêter de manger des McDonald's et de parler anglais, on va se mettre à tout ça par les Chinois, et tu vois, les Chinois, ils sont dans une panade complète avec leur économie, la croissance, ça va pas, l'immobilier, ça s'est effondré, c'était un énorme Ponzi, et que finalement, tu vois, les Américains, ils ont quand même la dent dure et ils sont quand même assez résilients, parce que je pense qu'ils ont plein de trucs qui font que, d'un point de vue micro et macro, ils sont hyper résilients. Mais du coup, je pense qu'on va juste, les gens se réinventent, ça va vite, et franchement, je suis assez convaincu sur la résilience de l'être humain à toujours trouver des solutions à plein de problèmes. En fait, je te conseille, après de faire l'expérience tu prends un calepin et tu sais, de te penser quand tu étais au collège, au lycée, ce que les profs te disaient ou ce qu'on me disait de ce qui allait arriver, tu vois. Genre en mode, moi, on me disait 2030, il n'y a plus de pétrole. On me disait 2020, il va commencer à y avoir des crises de la faim, il y aura plus assez de nourriture dans le monde. Bon, je dis pas qu'il y a pas de problème de nourriture dans le monde, mais tu vois, même en Europe, on va aller plus pouvoir manger. Là, tu vois, il y a 5 ans de ça, je me souviens, on commençait à me dire, ouais, sur l'eau potable.
2030, il y a plus d'eau potable partout. Et finalement, on trouve des solutions. En fait, c'est toujours pareil. Ok, demain, il y a plus d'eau potable. Ça commence à être compliqué. En fait, ça veut dire que l'eau peut-être va monter en prix. Déjà, est-ce que le fait que l'eau soit gratuite pour tout le monde, c'est normal? Tu vois, c'est pas un droit d'avoir de l'eau gratuite et de bonne qualité. Tu vois. Et après, au-delà de ça, ça fait que l'eau devient une commodité. Du coup, elle a une valeur. Si elle a une valeur, ça veut dire qu'à un moment donné, quand les gens mourront tous parce que l'eau est dégueulasse ou elle est pourrie à cause de toute la pollution qu'il y a, les gens meurent, des gens qui sont prêts à payer plus cher pour pas mourir, entre guillemets, ou pour pas leur santé. Et du coup, ils vont financer des trucs. T'as des mecs qui vont avoir des projets qui vont se viabiliser et qui vont du coup pouvoir se dire, ok, on va faire ça, de la recherche qui se met en place et qui se finance. L'idée, par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que le problème, c'est que l'être humain a tendance à réagir toujours un peu trop tard. Et donc, si on peut parfois anticiper certains trucs pour limiter, on va dire, la casse qu'on peut avoir. Mais du coup, je suis assez positif là-dessus. Et puis, je pense qu'on va avoir des découvertes de ouf, tu vois, sur la fusion, fission. Moi, je pense que c'est ce que j'allais dire autour de l'énergie. Je pense que il y a eu un moment où, tu sais, j'ai eu une grand-mère qui était très orientée bio, très orientée, vraiment, il fallait tout absolument recycler. Ma mère a été absolument pareil. Et en fait, maintenant, je me suis rendu compte, déjà, moi, mon impact à l'échelle individuelle, il est 0. Et en plus de ça, je pense que la seule chose dont on a besoin, c'est d'une nouvelle source d'énergie. Et je suis sûr que la source d'énergie quantique, elle arrive dans les années à venir. Donc, je suis très réaliste sur le fait qu'il y a plein de choses qui vont pas et de plus en plus. Parce que la France, je trouve que c'est un bon exemple parce que tu vois des classes de la société des classes sociales qui étaient absolument pas touchées et qui s'en battaient les couilles de tout et qui, voilà. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui commencent à les manifester, tu vois, dans le secteur de la santé qui était intouchable, dans d'autres secteurs un petit peu plus élevés. Il y a plus que les gilets jaunes, quoi. Et du coup, ça commence à être la merde, on commence à le voir, mais je pense que ça va aussi faire de bonnes choses. Et c'est pour ça que la décentralisation est là. C'est justement pour nous permettre de vas-y, fuck votre système économique et financier, laissez-nous faire notre truc qui nous appartiendra. Il y a un des trucs dont tu parlais dans ta vidéo qui était, en fait, moi, un des trucs que je comprends pas trop, ou que j'ai du mal à imaginer, c'est comment se fait le rééquilibrage de portefeuille à ton niveau. Toi, tu disais, des fois je suis sur l'or, des fois je suis sur le Bitcoin. Comment est-ce que toi, de ton côté, on va parler vraiment purement personnel, si tu le fais toujours, tu fais pour observer et savoir, tiens, là je déclenche, là je passe à ça, là je repasse en stable là, ou autre. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus ou Tu veux dire que sur le marché crypto ou de façon plus globale? Plutôt global, je pense. C'est une bonne question. En fait, pour l'expliquer simplement, c'est une bonne question. On va dire ce que je dirais, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que tu as envie d'être diversifié, c'est qu'il y a un moment donné où une classe d'actifs présente un meilleur rendement risque et où c'est plus facile d'avoir une exposition plus ou moins intelligente sur cette classe d'actifs-là. Et donc, c'est une fois que tu as ça en tête, c'est de se dire comment est-ce que je peux profiter. En fait, c'est ok, on a ça en tête. Une classe d'actifs, à un moment donné, d'accord, qui est plus intéressante. Genre le Bitcoin en bull run, il est plus intéressant que le Bitcoin en marché baissier. Et après, c'est de se dire comment est-ce que je peux passer d'une classe d'actifs à un autre pour profiter de ces changements-là. Et du coup, toujours pareil, avoir mon rendement risque le plus important. Le problème en crypto, c'est que les gens focusent trop au rendement et pas assez au rendement risque. Et donc finalement, par exemple, je te donne un exemple d'un investissement, c'est-à-dire que imagine une personne achète du Bitcoin, tu vois, fait son DCA sur le Bitcoin, et au bout de 3 ans, je sais pas, ils ont fait x2. Parce qu'en fait, nous on a accès à un échantillon quand même qui est relativement large d'investisseurs, on accompagne des centaines d'investisseurs, de personnes qui sont au RSA à des personnes qui ont 8 chiffres plus en crypto. Donc on a un panel quand même hyper large, et on en voit passer vraiment une quantité très, très importante. Et donc de ça, en fait, on a des patterns, tu vois, on sait à peu près comment ça performe, ce que font les gens, etc. Et donc les gens surestiment très souvent certaines stratégies en niveau performance. Et donc nous, on voit des gens parfois qui font du hodl ou du DCA sur 2-3 ans et qui sortent et qui font un x2. Mais tout ce temps, t'es exposé, t'as une charge mentale qui est énorme, tu vois. Et en fait, ça fait que finalement ton investissement d'un point de vue rendement risque, il est pas si bon que ça. Alors qu'une personne finalement qui va se dire, ok, je rentre dans les cryptos, je vais prendre que mon 30%, mais je suis exposé 3 mois. T'es exposé 3 mois, t'as une toute petite charge mentale, tu vois, et après tu ressors, t'es dynamique. Et donc ça, c'est intéressant. Et c'est pas de se dire, voilà, et donc, tu vois, je reste dans ce marché-là, boum, et tu luttes contre le vent, quoi. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est tu peux build en crypto,
mais tu te dis sur tes investissements, tu dérisques pas mal, tu temporises, etc., etc. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait finalement lors du précédent cycle, c'est que je suis à un stade où je me suis dit, bon, ok, on dérisque, on temporise, et j'attends vraiment que le marché offre des opportunités qui soient claires. Mais c'est pas simple, hein, ça demande beaucoup de patience, ça demande de... Mais ouais, c'est clair. Mais comment est-ce que c'est d'abord intuitif, puis tu calcules, et si c'est le cas, comment est-ce que tu le calcules? Moi, je pense déjà, il faut pas être greedy. En fait, si tu réfléchis sur les marchés, que le fait que les marchés, c'est pas de la greed et pas du FUD et du FOMO, tu vois, c'est vraiment purement un rendement risque. C'est de se dire, ok, est-ce que d'un point de vue rendement risque, ça fait sens? Tu réfléchis, tu construis ton plan, et après t'exécutes, entre guillemets, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Après, encore une fois, là, c'est vraiment que d'une vision financière. Si des gens, ils aiment bien, parce qu'ils ont envie d'avoir de l'exposition en Bitcoin, ça pas trop pourquoi, et parce qu'ils ont aussi ça, ok. Mais après, faut pas se dire, ok, j'ai envie de regarder la performance que j'ai fait ou de me comparer à une performance ou un rendement risque. Parce que c'est pas tellement ça ce que tu cherchais, quoi. Nous, par exemple, on a des clients, ils sont là, ils connaissent pas les cryptos, ils nous disent, bon, je connais pas trop les cryptos, néanmoins, j'ai envie d'en avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ils mettent en place, mais ils ont aucun objectif de gain dollar, quoi. Eux, c'est juste qu'ils veulent prendre l'exposition sur ce secteur-là. Et tu vois, en avant-guingant, tu vois, entre guillemets. Je sais pas si ça fait sens, mais... Ouais, si, carrément. Carrément. Putain, pourquoi t'étais pas là il y a 7 ans quand je suis arrivé pour me dire tout ça? Tu parlais de process d'investissement. Et clairement, c'est un truc que la majorité des gens n'ont pas, que c'est marrant, c'est le premier cycle, moi, où je commence vraiment à me poser cette question, où j'ai des points d'entrée et j'ai des points de sortie, avec un indicateur qui me sert un petit peu de barème. Mais en gros, tu poses ton argent et il me semble que c'est toi qui dis ça, tu mets ton argent quelque part, mais qu'est-ce que tu en fais après? Comment est-ce que tu le gères? Est-ce que t'as 2 ou 3 règles d'or à ce niveau-là qui seraient applicables à n'importe quel profil de risque d'investisseur? J'en ai plein, mais je les partagerai pas. Ok. Bon, c'est clair. Si, tu les partageras dans mes ROV, du coup. Ouais, c'est le but. Allez, sign up. Mais c'est une très bonne question, une question que les gens se posent pas assez, ouais. On va passer à la partie de l'interview rapid fire. J'ai quelques petites questions, je te les balance et tu réponds en quelques mots. Si tu pouvais n'acheter qu'un NFT que tu gardes pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Tu veux dire une collection ou un NFT précis? Non, une collection, ouais. Ouais, Clonex, ouais. Ok. C'était le premier qui dit pas un CryptoPunk ou un Fidenza. Ah, Fidenza, c'est beau, ouais. Fidenza, c'est beau. Mais c'est cher. Ouais, c'est clair. Si tu pouvais ne prendre qu'une seule crypto pour le reste de ta vie. USDC. Ouais, on va revenir là-dessus. Ou alors Pax Gold. Pax Gold? C'est quoi Pax Gold? Ouais, je sais pas. Tu sais, c'est une once un Pax Gold, c'est une once d'or. Ah, mais je cherchais ça. J'irai voir, Et pas de conseil d'investissement, encore une fois. Non. Pas de conseil d'investissement, je préfère le préciser parce que pas de conseil d'investissement, ouais. Non, mais là, c'est pour toi perso, hein, n'écoutez pas. Si tu devais short une crypto à l'infini, ça serait laquelle? Attends, je reviens sur pas de conseil d'investissement. Et en plus de ça, là, je raisonne pas dans le meilleur rendement risque. Que je préfère préciser aux gens. Sachant que ça dépend du temps aussi. Par exemple, la meilleure collection NFT, c'est pas du tout la meilleure collection NFT d'un point de vue rendement risque pour moi. Enfin, tu vois, je préfère préciser les réponses parce que j'ai des copains comptes qui vont regarder ça et qui vont dire ouais, il y a ci, il y a ça. Voilà. Ok, vas-y, on va repartir. Désolé. Je devrais. Non, mais mec, c'est drôle. Je devrais préciser au début du rapid fire, là, toutes les réponses à ces questions ne sont que à but entertainment. Du coup, si tu devais short une crypto à l'infini, ça serait quoi? XRP. Nice. Bien. Tes 3 personnes préférées avec qui ça vibe le plus, ça match le plus dans l'écosystème en ce moment? Que je connais ou? Ouais, ou pas? Ah, je dirais que je connais pas. CZ et je dirais les 2 cofondateurs de Solana. Ok. T'as suivi le meme coin Miro ou pas? Non. C'est ma seule exposition à Solana actuellement. Ok. Vraiment, dans la crypto, il y a un niveau de FOMO qui est extrêmement important. Il y a un nombre quasiment infini d'opportunités. Comment est-ce que quelqu'un de lambda doit apprendre à, ok, c'est bien diversifié, mais comment est-ce que tu choisis tes opportunités? Comment tu t'éparpilles pas trop? Moi, je pense que je dirais ça dépend de ton net worth. Ok. Et tu veux élaborer un petit peu plus? Moi, je crois que c'était rapid fire. Non, on est plus. Ok. Non, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que, en fait, c'est une bonne question. C'est que souvent les gens confondent diversification et je fais un peu de tout mais rien, et ou diversification et tout ce qui passe, j'investis dedans. Donc là, je pense que c'est de se dire d'avoir un filtre et de comprendre en fait quel type d'investisseur t'es
et quel est ton patrimoine. Parce que finalement, quand ton patrimoine est différent, tu fais des choix différemment. Mais ce que je dirais, c'est quand même qu'il faut quand même réfléchir pas mal à comme si tu avais un gros patrimoine en tête, pour pas que tu te dises c'est du gambling. Nous, on voit trop de personnes qui ont pas des très gros patrimoines. Et encore une fois, c'est relatif à tout le monde. C'est-à-dire que pour des personnes, $10,000, c'est énormément d'argent. Pour d'autres, c'est rien. Donc, c'est comprendre aussi où est-ce que tu te situes là par rapport à ça. Mais c'est de pas réfléchir d'un point de vue gambling, tu vois. De se dire, ouais, vas-y, c'est quoi ce projet-là, je le sens bien, je mets 1000 balles, je les perds, c'est pas grave. Enfin, oui, ça c'est bien de se dire ça, tu vois, parce qu'on investit que ce qu'on est prêt à perdre, tout ça. Mais c'est pas de se dire, ok, non, c'est essayer d'essayer d'avoir un processus, tu vois. De dire, pourquoi j'ai investi dans cette boîte? Qu'est-ce qui me fait dire que j'ai raison? Qu'est-ce qui me fait dire que j'ai potentiellement raison ou pas raison? Parce que je pense que le gros problème en crypto, c'est the greater fool theory. Tu sais, c'est en mode, les gens qui ont raison, mais pas pour les bonnes raisons. Ça, c'est très, très dangereux, ça. Tu vois. Nous, on a des personnes qui pensent avoir raison sur tout, ou parce que, tu vois, ils ont fait un bon coup une fois dans leur vie, souvent, tu vois, de par la chance. Et après, en fait, c'est compliqué pour eux. Tu vois, c'est compliqué pour eux. Et en fait, l'idée, c'est comment systématiquement tu peux battre le marché. Tu vois. Tu veux pas laisser la chance, en fait. On oublie la chance. La chance, on la laisse aux autres. Et nous, si on a de la chance après en plus, tant mieux. Mais nous, on laisse la chance aux autres. Ouais. Pour les gens qui écoutent, ça, si t'as un truc à retenir de toute cette conversation, c'est ça. C'est tellement important. Il y a tellement de gens qui se font avoir parce que tous les gens qui lancent notamment des projets de merde, leur but, c'est de manipuler notre psychologie. Et du coup, il faut redevenir maître. Ouais. Et puis, moi, ce que je dis souvent, finalement, c'est que je prends un exemple, tu as des personnes qui montent des fraudes. Pourquoi les fraudes sont aussi bien montées? C'est parce qu'en fait, comme la personne sait qu'il monte une fraude, tout est bien fait pour monter une fraude, tu vois. Donc, ils vont mettre tout bien en place, tous les trucs, etc. Alors qu'une personne qui monte un projet et qui, tu vois, est hyper honnête, il y a plein de trucs qu'ils vont faire qui vont pas être bien. Et parce qu'en fait, soit la personne se rend pas compte que ça peut être un red flag, mais pour lui, il s'en fiche parce qu'il dit, en fait, moi, je construis le truc, etc. Et en fait, après, c'est un peu vrai aussi dans le marketing. C'est de quand même essayer d'avoir une couche de filtre sur le marketing, d'essayer de voir un peu plus loin que ce qui est dit, de vraiment faire ses recherches, d'essayer de mesurer ce qui se passe et de peser toujours le pour et le contre et de garder cet esprit critique, tu vois, comme tu mentionnes, pour pas tomber les pieds et poings liés dans des projets, etc. Et après, je suis pas contre le FOMO non plus, tu vois. Faut pas avoir peur de se dire, ok, moi j'ai envie il y a du risque, le risque il est intéressant de prendre du risque à tel moment sur tel écosystème, je veux aller prendre du risque, mais du coup je le fais d'une certaine façon. Si tu as un Bored Ape, tu vas pas aller minter des shitcoins avec ton Bored Ape sur ton MetaMask parce qu'il y a de fortes chances que tu te mettes à risque. Donc tu prends un nouveau MetaMask, faut faire bien les choses encore une fois. Et voilà, parce qu'en fait quand tu te poses, imagine tu as un Bored Ape sur ton MetaMask et il y a un protocole DeFi qui vient d'être lancé. Quel est ton rendement risque d'aller minter, imagine tu n'as pas de ledger, etc. D'aller faire un truc, une interaction. C'est au pire, je perds mon Bored Ape et au mieux je vais investir mes 200 balles qui vont se transformer, je sais pas, en 10 000 balles. Et ça sera toujours moins que mon Bored Ape. Donc en fait, tu vois, ça fait pas sens. Je dis ça parce que j'ai un copain il y a pas longtemps, ça lui est arrivé. Donc bon bref. Mais après lui c'était plus parce qu'il a FOMO sur un truc, mais bref. Mais voilà, ça il faut essayer d'être le plus comment on dit, enfin bref, t'as l'idée. Ouais, carrément. Et c'est vrai que la FOMO n'est pas toujours mauvaise parce que des fois comme tu dis, enfin moi mon petit kiff en ce moment c'est les meme coins. Ça pump, ça me fait un peu rire et du coup je trouve ça cool de m'amuser là-dessus, mais avec une partie de ma bankroll qui est dérisoire par rapport à mon net worth total. Ce qui est un truc dont il faut se rappeler parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, mine de rien, ils ont 150 balles à leur actif et ils vont tout mettre dans un truc en se disant alléluia, ça va marcher. Mais il y a aussi ce truc de why not suivre un petit peu la FOMO, parce que si tu risques 2% de ton capital ou 1% de ton capital sur un trade, mais que tu as un risk-reward ratio de je sais pas moi, de 10 ou 15 ou 20 ou 30, why not y aller Ouais, c'est marrant ce que tu dis là, parce que sur un shitcoin, là, j'ai investi sur un shitcoin il y a pas longtemps, enfin investi, je sais pas trop comme ça d'investissement. Et j'ai un copain, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais tout, c'est quoi cette histoire? Et je fais, trouve-moi sur le marché, là à l'instant T, un truc qui a un meilleur rendement risque. Tu vois, c'est sur Solana. Je donnerai pas, non, je dirais pas, mais je dirais pas. J'ai tellement peur, je veux pas que des gens perdent de l'argent, fassent n'importe quoi à cause de moi, parce qu'ils ont entendu un truc, et après 3 mois après, ils se disent ça. Non, mais c'était sur quelle blockchain? C'est sur Solana, ouais. Ah, ok. Mais parce qu'en fait, je dis ça parce qu'en fait, maintenant, j'ai encore plus peur de tout ce que je dis et tout ça, parce que je sais pas, la dernière fois, je dis des trucs sur Twitter, il y a après des gens qui m'envoient des messages. Le pire que je reçois, c'est les mecs qui me disent, ouais, trop bien ton call, j'ai mis all-in, j'ai fait tant. Prochain truc que tu colles, je remets tout. Oh my god.
Ah, ce niveau de responsabilité. Non, mais t'as raison de faire attention à ce que tu dis et t'as raison de le dire comme ça. Et justement, c'est pour ça que je t'apprécie, c'est parce que t'as un peu une grande gueule. Enfin, tu dis les choses et tu parles de ce que tu fais, tu parles de toi et t'as confiance et c'est trop cool parce que de l'autre côté, eh ben, on sent que t'es réglo, on sent que t'es droit dans tes baskets, on sent que t'as vraiment à cœur le bien-être des gens qui te suivent et qui t'écoutent. Et je pense que c'est super important dans là où t'es et que tu te permettes d'utiliser des stratégies de contenu qui soient un petit peu plus mainstream que la majorité des gens qui sont dans le secteur du financier, mais que à côté t'aies le même niveau de due diligence et d'attention aux gens qui te suivent. Pour moi, c'est un des plus gros green flags en ce qui concerne toi et en ce qui concerne Merov. Et encore une fois, je fais que plug Merov depuis le début du truc parce que c'est ton projet, parce que j'y ai eu accès, du coup, je vois ce qui s'y passe. C'est pas du financial advice, je dis pas confie tout ton argent à Julien non plus. Mais quitte à intégrer une communauté autour de l'invest francophone, autant que ce soit avec des gens où ils sont pas là que pour leur gueule et ils font véritablement attention aux gens qui le composent, quoi. Mais je pense que t'as vraiment bien résumé, vraiment bien résumé ce qu'on fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs on n'est pas les kings du marketing, parce que on n'est pas des marketeurs, on sait pas faire ça de façon optimale, mais que du coup voilà, c'est aussi aux gens de bien faire leur recherche, d'aller, DIR, comme on dit, pour vraiment, toujours pareil, bien éviter. Parce qu'en fait, en crypto, c'est un truc aussi qu'il faut pas oublier, et qu'on sous-estime beaucoup, ça coûte très cher de pas écouter les bonnes personnes. Ça coûte très cher, vraiment. C'est pas pour citer ou pas pour critiquer certains youtubeurs ou je sais pas trop quoi, mais par exemple, la dernière fois, il y avait un copain qui est membre du club, qui m'a envoyé une vidéo et qui me disait, ouais, t'as vu sa vidéo, ça a l'air incroyable, t'as vu ce coin, elle a l'air incroyable, mais on voit le truc. 99% de chance, le youtubeur il est sponsorisé, le projet il était vraiment pas bien. Et si t'écoutes ce mec-là, il faut vraiment se dire que c'est vraiment un milieu de requins et que les gens sont pas là pour ton bien-être et pour ta bonne santé mentale ou ta bonne santé financière. Donc il faut quand même être prudent et bien faire les choses, bien faire ses recherches. Et après, ça finit toujours par payer. Par contre, ce qui est sûr, ceux qui font bien les choses en crypto sont quand même très très bien récompensés, quoi. Il faut bien écouter, bien monter son plan. Tac, bien faire sa stratégie, et après, franchement, t'es récompensé. Il suffit juste d'être patient. Il faut être patient, il faut faire attention. Par rapport à ce que tu dis là, je cherchais là derrière moi j'ai un livre pas loin qui s'appelle Skin in the Game, qui est le dernier livre de Nicolas Taleb. Et un des trucs qui dit dedans, c'est quand quelqu'un te parle quelque chose, regarde avant tout l'incentive que cette personne a à te parler de cette chose-là. Et justement, si tu regardes sur les réseaux, à quel point est-ce que la personne t'as en face, elle est animée par l'incentive de t'apporter toi de la véritable valeur ou de s'apporter à elle de la véritable valeur. Et franchement, il y a beaucoup de créateurs de contenu où tu passes 5 minutes sur leur chaîne et tu vois que eux, tout ce qui les importe, c'est de vendre de l'attention à des annonceurs. Mais ça devrait être, si on devait faire le diplôme, le certificat nécessaire pour rentrer dans la crypto, il devrait y avoir cette composante-là qui est, apporte un sens critique à toute information que tu consumes quand t'es non, clairement. Et pas avoir peur et faire attention aussi à tout le contenu gratuit, parce qu'à un moment, on va pas se mentir, si le contenu est gratuit, c'est qu'il y a une bonne raison, et que les gens, par exemple, je sais pas, je discutais avec quelqu'un, et Netflix, ça lui paraît pas cher, de payer $20 par mois un truc, et après, il me disait, ça, c'est hyper cher en crypto et tout ça. Je dis, mais bon, c'est sûr que c'est pas gratuit, mais il faut bien que les gens vivent, il faut bien qu'il y ait un business model. Donc si tu payes rien, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a une raison. C'est que les mecs qui vont te shield tous les projets parce qu'ils sont payés dessus. Les projets qui payent des pubs, très souvent, c'est quand même pas les meilleurs projets. On va pas se mentir, on a tous les projets que je connais qui payent beaucoup d'ad. Très souvent, si je devais d'ailleurs, je serais curieux, je pense, de faire le test où on rank les projets avec le budget ads qu'ils font sur Twitter, des placements de produits, etc. Et après, on regarde la différence. Je pense que ça serait une belle expérience. Mais ouais, c'est ce qu'on dit souvent aux gens. Il faut comprendre que c'est un coût de se former, c'est un coût de faire plein de choses et que voilà, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu as contre le DCA et le HODL? Encore une fois, en fait, déjà, ce que j'aimerais que les gens aient en tête, c'est que c'est pas des stratégies gagnantes. En fait, c'est déjà sur le papier, c'est des stratégies vraiment sous-optimales, mais complet, et qui part du principe que vraiment, il faut que l'actif il soit quand même relativement haussier pour que ça se passe. Toutes les personnes qui ont fait du DCA, je sais pas, sur des indices type le Shanghai Index, etc., c'est 20 ans qu'ils ont de l'argent qui est un stablecoin quand même. Donc, c'est quand même un très gros problème.
Et en plus de ça, nous on le voit dans le club, quasiment personne fait du DCA ou du hodl de la bonne façon. Parce que toujours pareil, t'es dans le FUD, t'es dans le FOMO, de vraiment s'y tenir, tu vois. Parce qu'à un moment donné, t'es dans le FUD, t'es dans le FOMO, tu vas avoir des gros moments de drawdown, parce que faire du DCA, c'est être capable de se dire qu'à un moment donné, tu vas être peut-être down 70%, peut-être, tu vois, je sais pas. T'as des moments de panique, t'as des événements de ouf en crypto avec des Luna, qui vont vraiment te remettre en question plein de trucs. Et nous, on le voit, d'ailleurs, toutes les personnes qui arrivent à faire du DCA ou qui arrivent à faire, tu vois, cet investissement de plus long terme en crypto, c'est des personnes qui ont des très gros montants en crypto. Et parce qu'ils peuvent se dire, ok, j'ai 5 millions en crypto, j'ai 1 million que je fais, tu vois, un peu plus sur du long terme, où j'essaie de timer un peu le marché, et après, voilà. Mais c'est réservé à très peu de personnes. Et que finalement, tu vois, t'as un peu rien sans rien. C'est-à-dire que oui, ok, c'est un peu comme dire pourquoi je suis contre les gens qui laissent leur argent sur leur livret A. Parce que ton livret A, il te rapporte 1%, je sais pas combien par an, 2%, que l'inflation elle est à 5% et que c'est pas ça qui va changer quelque chose. Donc carrément, laisse-le sur ton compte bancaire, ton compte courant et ce serait pareil. Tu vois, c'est ça, tu vois, le truc. Et c'est de se dire qu'à un moment donné, les gens, il faut qu'ils essayent de se mettre dedans, d'être un petit peu actifs, de faire un peu le truc. Et qu'en plus, tu vois, toujours pareil, c'est des modèles qui ont la peau dure. C'est-à-dire que les gens parlent du DCA sur le Bitcoin et sur l'Ethereum sur les 5 dernières années, mais les gens qui ont fait un DCA sur tu vois, sur, je sais pas, XRP les 3 dernières années, sur LTC les 3 dernières années, parce qu'on n'est pas tous rentrés avant 2015 sur en crypto. Il y a très peu de personnes qui sont rentrées avant 2015. Donc, une personne qui est rentrée 2019, 2020, qui a fait son DCA sur les 3 dernières années, et je pense que son prix d'achat, il est peut-être allé encore au-dessus, je pense peut-être à $40 000, imaginons. Le BTC, il va à 80 000. Imaginons que cette personne-là vende en entier à 80 000 $. Ok, cette personne-là fait x2, tu vois, c'est incroyable et tout. Et pour quelle souffrance, quelle transpiration et tout, tu vois. C'est ça aussi finalement qui compte beaucoup et qu'il faut vraiment pas négliger, quoi. Dans quel cas est-ce que toi tu ferais du DCA? Dans quel cas je ferais du DCA? Déjà j'en ferai jamais, moi. Okay. Dans quel cas est-ce que c'est un peu plus ok de faire ça quand on n'a pas tes compétences? En fait, si par exemple, tu vois, je sais pas, j'ai un copain qui me dit ouais, moi je fais du DCA parce que tous les mois je gagne tant et tous les mois j'achète tant de Bitcoin. Ok, très bien, mais tu peux pas avoir en fait, très souvent, fais du DCA, ok, aucun problème, mais les gens souvent ils ont des expectations, c'est-à-dire ils ont des attentes de ouf sur le marché crypto. Si tu as des attentes de ouf sur le marché crypto, mais que tu fais du DCA, que tu veux pas faire les airdrops, que tu veux pas apporter de la valeur d'un point de vue communautaire, que tu veux pas chercher des projets, faire tes recherches, prendre du risque, investir sur des projets qui sont jeunes, etc. En crypto, le marché crypto récompense énormément les gens qui prennent des risques, tu vois, qui récompense énormément les risk takers, tu vois. Ça c'est complètement fou. D'ailleurs, le monde entier récompense énormément, tu vois, les risk takers. Des gens qui montent des entreprises, sans compte qui montent des entreprises et qui sont des billions de dollars compagnies en 5 ans, t'imagines? C'est-à-dire qu'une personne a créé plus d'1 milliard de richesses en 5 ans. C'est complètement fou, quoi. Donc, le monde récompense les risk takers, donc c'est à vous de vous dire quel risque je prends. Et parce que nous, on a plein de membres qui disent oui, moi je fais mon DCA. C'est quoi ton objectif? C'est de devenir rentier avec de la crypto. Ouais, mais avec du DCA, ça va être compliqué, tu vois. Mais par contre, il y a des choses plus intelligentes à faire. C'est d'essayer de te dire, ok, est-ce que tu arrives un peu à timer le marché? Et en plus, le problème du DCA, c'est que les gens font que accumuler. Donc toi, tu parles du DCA sur le PTC et l'Ethereum. Mais nous, le nombre de personnes qui rentrent dans le club et qui me disent, je fais du DCA sur le XRP. Et je dis, depuis quand tu fais du DCA sur le XRP? Il me dit, depuis 2018. Et je dis, t'es à combien de rendement? Enfin, c'est des trucs, mais t'exploses, hein. Moi, je vois des trucs parfois. Et encore une fois, j'ai rien contre XRP, c'était juste un exemple parce que je vais me faire après menacer et insulter. Mais voilà. Et en plus, DCA, t'as pas de point de sortie. Donc en fait, tu sors où? Tu vois? Tu sors où? Tu continues de DCA. Donc t'as passé le top, tu continues de DCA, tu redécas à la baisse et tu fais le truc du chameau, quoi. Et si un jour le BTC disparaît, t'as perdu tout ton argent. Donc t'as fait pendant 5 ans ton DCA, le BTC disparaît, boum, t'as tout perdu. C'est quand même un peu bizarre comme stratégie. Et puis encore une fois, tu as tous les youtubeurs qui ressortent qui disent ouais, avec ma stratégie DCA, où ils ont commencé à DCA au bottom, et après, les gars, sérieusement. En fait, moi, encore ils une ont fois, arrêté parce qu'ils ont commencé à se faire payer des milliers pour chaque vidéo. C'est ça. Les gens parlent sur Internet, disent beaucoup de choses. Nous, on le voit. On accompagne des centaines d'investisseurs. On voit des centaines d'investisseurs passer. Et même des personnes qui ont 8 chiffres plus sont pas forcément sophistiquées. Mais on les voit passer, on leur demande ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils font maintenant, ce qu'ils peuvent faire après, etc. pour s'améliorer. Et donc, on le voit, les résultats. Tu vois. Là, par exemple, on a un investisseur dans le club, ça fait depuis 2014 qu'il est en crypto. Ça lui a coûté tellement cher d'avoir fait le DCA. Mais tellement cher. Tellement cher. C'est un truc de fou. Parce que depuis 2014, il DCA... Ouais, quasiment, quoi. Je dis une précédentielle qui m'a dit, ouais, non, en fait, je suis pas bien sorti. Du coup, après, il est sorti à 40 000 une fois, parce qu'il avait besoin d'argent. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, les gens font le DCA, leur bas grossit, puis à un moment donné, ils ont besoin d'argent. T'as toujours besoin d'argent quand c'est au plus bas du marché. Parce que récession, parce que le marché baisse et qu'il y a une bonne raison. Donc, tu vas vendre tes cryptos au plus bas. Enfin, tu vois, c'est ça la réalité. Et les gens peuvent dire non, nous, on le voit, on accompagne des centaines d'investisseurs, on le voit.
Tu vois, j'ai encore un copain qui a vendu du BTC très très bas parce qu'à un moment donné, il avait besoin d'argent, parce qu'il avait un crédit immobilier qu'il ne pouvait plus payer. Il a tapé dans les cryptos, il a vendu son Bitcoin sous $30,000, tu vois. Et voilà, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de te dire, en fait, on a passé le plus gros du marché, je repasse une partie en stablecoin, je me diversifie à droite à gauche, pourquoi pas aller un peu sur d'autres marchés, etc. Et après, je reviens un peu en crypto, quoi. Et puis, pour dire un truc, et puis, si tu penses que tu viens en crypto pour pas un but long terme, mais tu veux vraiment, tu vois, à un moment donné, il va falloir que, tu vois, BTC, là, il est à $40,000. Tu regardes les analystes, etc., prochain cycle, je sais pas, imaginons, pas qu'on s'est financé, mais imaginons, ça fait encore x3. Ok, mais le BTC fait x3. Toi, combien tu vas réussir à capturer de ce x3? Tu vas peut-être x1,5, tu récupères 50% de la perte. Les gens veulent devenir riches, tu vois, de la crypto. Enfin, tu vois, faut comprendre que c'est une promesse que tu leur vends qui marche pas, quoi. Donc moi, je leur dirais pourquoi pas investir dans des startups crypto assez tôt, faire un peu tes trucs, je sais pas. Ouais, ce qui est très vrai, je trouve, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent la crypto, c'est la liberté financière, sans parler de cette réalité qui est que pour que ce soit la liberté financière, c'est pas simplement, en fait, ce que je dis de plus en plus, moi qui ai lancé un projet décentralisé, c'est ton paiement, c'est juste le droit d'entrée. C'est le droit d'entrée qui te permet en plus d'aller participer plus et d'aller chercher des véritables opportunités. C'est ce que tu sembles dire aussi. Ah, c'est trop important ce que tu dis. J'espère que les gens écoutent bien. Avant de passer, pas en conseil financier. Il y a des côtés qui sont très bons conseils pour comment gérer financièrement. Je tiens quand même à le dire. Avant de passer sur des trucs un petit peu plus long terme, on parlait un peu plus profondément de Merov et tout. Pourquoi t'es autant fan de Clonix et de l'artefact? En vrai, alors, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, là, il y a quelques jours. Hyper simple, je peux te répondre à une phrase. C'est juste trop stylé. Trouve-moi un truc où t'as une application crypto, où genre là, j'ai fait le mint, là, pour les chaussures. Ah, c'est trop cool, en fait, t'as ton MetaMask, tu forges, tu récupères ton truc real life. Genre, c'est bien la crypto, tu vois, il se passe plein de trucs. À un moment donné, c'est sympa aussi d'avoir un truc dans la vraie vie, quoi. Par exemple, moi, typiquement, genre, le métaverse, je comprends pas trop le délire. Tu vois, vraiment. Moi, toute la vague métavers, je la regardais un peu d'un air sceptique et dubitatif. Parce que, ok, c'est cool. En fait, le métavers, c'est cool, mais de là de dire, ouais, je vais acheter une paire de chaussures à 300 balles pour la porter dans le métavers, waouh, ça me paraît très très loin quand même, tu vois, d'un point de vue user behavior and everything. Mais du coup, je trouve que c'est juste trop cool. Je trouve qu'en plus, le merch est hyper sympa, tu vois. Et en fait, ça fait plaisir de voir enfin un projet, tu vois, qui deliver genre vraiment des trucs et tu vois, et qui apporte ça. Franchement, Clonex fait tellement bien à l'écosystème. Tu te rends compte, toutes les personnes qui vont entendre parler des cryptos, d'un projet d'un côté cool, et pas que d'un côté genre investissement, d'un côté Bitcoin, je fais le DC à Bitcoin, etc. Donc ça, je trouve ça incroyable. Franchement, je pense qu'en fait, on sous-estime. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc, qu'on puisse mettre une jauge d'adoption, genre à quel point les gens contribuent à l'adoption sur le marché, et qu'ils soient vraiment aussi récompensés en partie sur ça, parce que c'est juste trop important, quoi. On devrait faire un méta airdrop entre tous les projets. Ouais, j'aime bien. Ouais, t'as raison. En fait, il faudrait que l'industrie se nettoie toute seule et qu'on mette plus en avant les projets. En fait, c'est pas pour clasher certains projets NFT. Encore une fois, là, je parle même pas d'investissement, je te parle juste de pure feeling, tu vois. En fait, il y a plein de projets, ils construisent rien, tu vois. Ils font rien, ils construisent rien. Il y a rien de réel, il y a rien de concret. Tu vois, à un moment donné, tu vois, stop, quoi, tu vois, stop it, guys, tu vois. Vous avez levé des milliers de if, tu vois, do something cool, tu vois, ou avoir une vision, vendre une vision aux gens, tu vois. Et donc ça que j'aime bien sur Clonex. Après, je comprends qu'il y a pas, moi j'ai beaucoup de retours, les gens sont pas fans des designs. Bon, ce que je peux comprendre. C'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais. Pas pour tout le monde. Mais voilà, mais ça reste quand même hyper élitiste, hyper cher. Mais je trouve ça bien, là, tu vois, par exemple, la dernière chaussure, tu peux la minter même si t'as pas de clone. Et voilà. Après, par contre, est-ce que ça va être le meilleur investissement? Compliqué à dire. Clairement, il faut pas. Ah, tu veux dire Clonix? Ouais. Moi, je pense. Bon, allez, encore une fois, notre financial advice, hein, c'est juste, on parle de nos. En plus, moi, je suis un holder, toi, t'es un holder, donc faut prendre ce qu'on dit avec des pincettes. Mais c'est au croisement entre le streetwear et le jeu vidéo, qui sont des catégories un petit peu privilégiées et qui ont mine de rien des capacités d'investissement et de consommation. Et ils font des trucs méga stylés. Nike a pas fait énormément d'acquisitions dans son histoire. C'est vrai. Enfin, Nike, c'est Jordan et Converse à un côté, les deux autres marques standalone. Franchement, quand tu vois les prix de revente de certains de fringues, en général, je parle, quand tu vas sur StockX, des trucs comme ça, tu vois des pompes qui se revendent des milliers, des dizaines de milliers de dollars.
parce que les gens, ils aiment bien collectionner des trucs qui sont stylés, et il s'avère que Artefact sait faire des trucs qui sont vraiment stylés, et la seule manière de les avoir, ce sera d'avoir un Clonix. Donc il y en a que 20 000 dans le monde, il y a beaucoup plus de gens qui sont fans de Streetwear. Moi, j'ai hâte de voir quand les gens dans le gaming et dans le streetwear vont se réveiller, vont voir que cette marque, elle existe, et je me demande ce qui va se passer, tu vois. Je me demande comment ça va réagir. Ouais, c'est vrai. Après, il y a pas mal d'autres projets aussi qui sont cool ou qui ont des approches un peu différentes. J'ai pas envie de faire du name dropping, mais il y a pas mal de projets aussi qui sont cool. Ouais, off caméra. Ouais. Où je suis un peu plus bullish dessus, où je pense que le rendement peut être un peu mieux. Mais ouais, franchement, le projet est trop cool. Mais je l'avais pas vu comme ça, là, ce que tu dis sur le. C'est vrai. Puis je pense qu'après, je sais pas s'ils vont avoir un business model qui va être rentable. Parce que quand même, c'est compliqué, ça coûte beaucoup, je sais pas. Je serais curieux de savoir. Genre, même tu vois, là, sur le dernier drop, combien ça leur a coûté par rapport à combien ce qu'ils rendent comme argent. Ça se trouve, ils sont déjà rentables, je sais pas. J'en doute, mais je connais pas bien cette industrie, honnêtement. J'ai l'impression que Nike les pousse un petit peu. Tu vois, on avait vraiment ce truc, ils étaient beaucoup critiqués il y a quelques mois parce que normalement Clonix devrait être le Grail, et du coup quand t'as un Clonix, t'as plus ou moins tout gratuit, même si tout le monde a assez rapidement accepté que t'allais avoir des fringues qui sont d'une telle qualité que ça peut pas être, tu vas pas l'avoir gratuit. Et il y avait un petit peu ce truc, quand t'as le Clonix, tu devrais, il y a que toi qui devrais avoir accès au truc. Et en vrai, sur le dernier drop, et c'est Ruskov qui disait ça dans un Discord, et je trouvais ça assez vrai, c'était cool d'avoir une partie qui est limitée aux holders de Clonix et une partie qui est ouverte, parce que du coup, les items qui sont réservés, ils sont plus sought after. Enfin, ils sont plus, Même voilà, ça c'était raisonnement que je comprends vraiment pas en crypto. Pour moi, c'est deux choses. La première, c'est t'as envie qu'ils ouvrent le plus possible parce que t'as des nouveaux utilisateurs, potentiellement des nouvelles personnes qui vont acheter un clone. Donc en fait, ça c'est les raisonnements en crypto où en fait les gens veulent absolument rester entre eux, qu'il n'y ait pas de truc. C'est vraiment un truc de ouf que je comprends pas. Et après, c'est le truc classique en crypto pour moi. C'est en fait, il y a un vrai truc sur plus tu builds, plus tu déchaînes la haine. C'est vraiment un truc de ouf. C'est clair. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Tu vois, j'ai un copain, il a plein de collections NFT, pourtant c'est un mec, tu vois, je disais, tu penses quoi à ces trucs? Il me disait, ouais, Clonex, limite c'est une scam. Ces trucs hyper fins. Je disais, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, t'as cette collection. T'as cette collection, dis-moi. Vas-y, balance un nom, là. Il y a 3 tweets tous les mois, les mecs, à part faire des collabs, des trucs où il se passe rien, et je te tape dans le dos, il se passe vraiment rien. Et le mec était là en mode ouais mais j'aime bien, tu défends. Je fais ouais parce qu'en fait ils font rien, donc en fait tu peux pas les juger ou tu peux pas critiquer. Je pense que les gens ont vraiment la critique facile ou veulent toujours tout en fait juste tu parlais de la prise de risque. Tu parlais de la prise de risque tout à l'heure. Artefact niveau prise de risque. Enfin c'est maximal. Niveau impact quantitatif et quantité de risque prise. C'est vrai qu'il y a pas plus. Parlons un petit peu. Tu peux juste assez rapidement ou pas rapidement, comme tu veux, expliquer un peu plus Merov, comment ça fonctionne, les bénéfices que tu as quand tu rentres, les différents niveaux de bénéfices et tout. Alors nous, on a un club d'investisseurs crypto où le but c'est d'accompagner ces investisseurs avec notre approche de la crypto et de ce qu'on croit, de ce qu'on fait et tout ça. Donc comme je dis, tu vois, c'est assez large les personnes qu'on a dans le club. Nous, c'est Merov pour les mérovingiens. Donc une fois que tu rentres dans le club, on va dire, tu as tout un peu un circuit à faire sur tous les types d'investissements ou les sous-segments qu'on propose et qu'il faut que tu mettes en place toi de ton côté, afin vraiment de construire ton plan pour pouvoir être armé contre le marché des cryptos, ou face, tu vois, c'est ce que contre le marché des cryptos, de la meilleure des façons possibles, tu vois, pour vraiment pouvoir vraiment être musclé, tu vois, devant le bull. Et du coup, on a tous ces segments-là, et après, en fait, ces segments-là, en fonction de quel type d'investisseur t'es, ton profil, combien t'as en crypto, etc., est-ce que tes objectifs, est-ce que t'as du temps à y passer, etc., vont être un peu moins, un peu plus. Tu vas te dire, moi, un investisseur va passer plus de temps sur le bloc 2, d'autres sur le bloc 4, etc. Je vais pas citer le bloc pour laisser un peu le mystère, pour que les gens viennent découvrir d'eux-mêmes. Et donc, voilà, les gens font un peu leur parcours. Et on a des gens qui sont là, qui veulent que du passif, des gens qui sont là, qui veulent être hyper actifs, aller farmer les airdrops. Et donc, nous, essayer de leur offrir la meilleure vision pour aller farmer les airdrops, etc. Et donc, tu vois, c'est plutôt très cool. Et le but, voilà, c'est d'accompagner et de les aider le plus possible. Et eux aussi, de nous aider le plus possible, parce que plus ils nous aident, plus on arrive, nous, à faire de choses, plus on grossit et plus on peut leur apporter de valeur aussi. Tu vois, c'est ça qui est cool. Avec des partenariats, avec plein de produits qu'on peut après mettre en place, etc., etc. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu de créer un peu une famille, un club où on essaie un peu tous de s'entraider. Rien de magique, encore une fois. Faut y passer du temps et essayer
de prendre le temps. Mais je dirais, ce qui est intéressant, c'est que le niveau de personnalisation qu'on peut avoir est hyper important. Et vraiment, c'est si tu veux bombarder, tu peux bombarder. Il y aura de quoi faire. Je pense que c'est ça qui est plutôt cool. Et puis, je pense qu'aussi, nous maintenant, c'est ce qu'on commence à voir dans le club. C'est une grande partie qui sont là aussi parce qu'ils veulent nous suivre. Et ils savent que nous, on fait que démarrer, entre guillemets. Après, ça va nous amener vers d'autres points. Donc, en fait, ils disent, voilà, j'ai envie de les suivre. Et puis, ils font un pari sur nous, entre guillemets, quoi. Donc, je pense que c'est ça l'idée, ouais. Trop bien. Je valide, moi, en tout cas. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Bon, de toute façon, quelqu'un qui a écouté jusqu'à maintenant, je suis sûr que, enfin, c'est compliqué de se dire, non, j'ai pas envie d'aller voir un peu plus profondément ce que fait ce mec. Vas-y, dernière question, c'est quoi ton plan exactement pour générer plus d'1 milliard de valeur d'ici la fin du prochain bull run, vu que c'est ton objectif 1000 millionnaires? C'est vrai que j'avais même pas fait le calcul que 1000 fois 1000, 1000 fois 1 million, ça faisait, c'est vrai. C'est vrai que ça vu comme ça paraît extrêmement difficile. Donc déjà, avec le Pump Solana, finalement, on a pu en aider pas mal à devenir millionnaire. Okay. Donc c'est déjà une première milestone de fête, on va dire. Franchement, je pense que ce que je dirais, c'est que on essaie vraiment d'améliorer chaque semaine, tu vois, d'itérer, tu vois, de le plus vite possible, pour, tu vois, les erreurs qu'on a faites par le passé, essayer de pas les reproduire. Là où on a des points forts, les améliorer. Mais tu vois, comme c'est une startup, et puis même, tu vois, sur le trading, on progresse tous les jours et toutes les semaines, on essaie d'améliorer et de continuellement, tu vois, être dans un truc hyper proactif. Donc je dirais, c'est de continuer de continuer à faire ce qu'on fait, de trouver plus de temps. C'est à la rigueur, parce que je pense que ce qui est le plus difficile, à la rigueur, la commodité qui est la plus chère pour nous, c'est le temps. Et après, ça va être d'essayer de créer un peu ce mouvement-là, d'avoir de plus en plus de personnes hyper smart qui viennent nous aider. Qu'on rencontre plein de mecs brillants, qu'on arrive à trouver d'autres personnes qui ont d'autres approches de l'investissement et du trading qui vont nous apporter aussi beaucoup de valeur, et qu'on va essayer de scaler ça. Après, tu sais, en crypto, finalement, c'est beaucoup aussi finalement, je provoque ma chance. Nous, c'est ce qu'on dit beaucoup aussi à nos membres, c'est les gens qui travaillent, tu sais, qui un peu hustle dedans, qui font plein de trucs. À un moment donné, tu développes ta chance et tu vas avoir cet accident positif de richesse qui arrive de façon relativement rapidement. Et nous, après, l'idée, c'est comment nos investisseurs qui ont ça, on les aide à, tu vois, éviter une fois qu'ils ont eu cet accident positif de richesse, à vraiment le garder, à l'optimiser et à le refaire travailler, et après à avancer. Mais nous, on a des ambitions hyper grandes. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire. Vraiment plein de choses qu'on a envie de faire, pas s'arrêter qu'aux crypto, accompagner vraiment les investisseurs sur d'autres marchés, vu qu'on pense qu'il y a plein d'investisseurs qui ont besoin de notre aide, et voilà, quoi. Proposer toujours plus de produits. Là, on travaille sur des nouveaux produits qui vraiment ont une approche assez différente sur d'autres trucs, qui vont apporter énormément de valeur à nos investisseurs, à ceux qui nous font confiance. Et donc c'est vraiment le but, hein. À la fin de la journée, donc c'est ce qu'on fait, quoi. Donc d'essayer de les diversifier plus, de leur apporter de la valeur sur d'autres trucs, et d'avoir cet effet de réseau qui se met en place. Génial. Bah écoutez, si vous avez écouté jusqu'à aujourd'hui, premier truc, n'oubliez pas de follow le podcast partout, de liker, de commenter. Et de le partager en masse. Et de le partager en masse, bien entendu. N'oubliez pas que c'est un podcast qui est décentralisé. Vous pouvez en être des shareholders, des actionnaires. Je sais pas ce que je voulais dire. Merci. Venez nous check out sur Discord pour savoir comment ça se passe. Je vous le dis, je vous le redis, vraiment, Julien, je pense que c'est un mec à suivre. Il fait déjà bien ses preuves. Il y a le bull market qui est vraiment, vraiment pas loin. Donc, si vous voulez vraiment en profiter, allez le suivre. Penchez-vous sur le côté Merov. À mon avis, il y a des trucs cool à faire là-bas dedans. Julien, un petit dernier mot. Ouais, je dirais, essayer de nous suivre un peu partout, et essayer d'être proactif dans l'écosystème. Pas être passif, être proactif. Merci pour cette sagesse. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont jusqu'ici, franchement. Il faudrait qu'on fasse un truc presque à la fin, un mot-clé pour les gens qui sont arrivés jusque-là. Si tu nous envoies ça, t'as le droit à un cadeau, on pourrait faire ça. Si tu nous envoies, je sais pas, vous avez pas un mot caractéristique dans votre groupe? Non, mais pour toi, pour cette conversation. Mérovingien, si tu nous envoies Mérovingien à un de nous deux par message, on essaiera de trouver un cadeau qu'on peut faire. Un cadeau cool à vous donner. Allez, vas-y, on fait ça, Mérovingien. Allez, à la prochaine, les gars et les filles. À bientôt. Experience.